Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Hamza Debbar. Hamza, bonsoir. Alan, comment ça va? Écoute, très bien. Hamza, merci beaucoup et bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Franchement, tout le plaisir est pour moi, mon vieux. Écoute, Hamza, il faut préciser qu'on est en plein confinement coronavirus. Ouais. Donc, d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir mes invités en face. Ouais. Et c'est la première fois donc, qu'on se parle à distance, il faut bien le dire. Écoute, donc, franchement, je te remercie. Je pense que c'est beaucoup moins agréable, mais on va y arriver sans problème. Alors, Hamza, pour te présenter rapidement, tu es fondateur de la 3W Academy au Maroc. Donc, c'est une école de formation que tu fondée en 2018. Donc, c'est une école en fait qui à l'origine a été créée en France en 2012, mais toi, tu as créé ou lancé le volet Maroc et tu vas nous expliquer après pourquoi et comment. Yes. Donc, il faut préciser que c'est une école de formation au métier du développement web et mobile. Yes. Donc, qui permet de répondre à la pénurie dans ces métiers-là avec une pédagogie qui est spécifique. Normalement, c'est une pédagogie un peu intense sur une durée limitée et surtout basée sur la pratique et l'échange avec les pairs. Et tout cela participe d'un mouvement un petit peu à la révolution digitale de l'éducation. Oui, on peut dire ça. Et alors, l'éducation, c'est un petit peu ton sujet. Moi, j'ai voulu faire cette conversation avec toi parce que j'ai fait ta connaissance, dirons-nous, l'année dernière, c'est ça? Exactement. Et voilà, j'ai trouvé que tu étais quelqu'un de sympathique, inspirant. Et puis, j'ai découvert le changemaker en toi dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est un secteur que tu connais bien. Ouais. J'ai également, parce que tu es entrepreneur, tu es issu, je pense, d'une family business, mais quand même, tu es quelqu'un qui a lancé son activité, qui essaie de trouver sa place. Ça, je vais commenter dessus en long, en large et en travers. Justement, ça avec grand plaisir. Alors, également, tu as un mindset très développé impact et Afrique. Donc, je trouve, c'est-à-dire avec une vraie vision de développement pour le continent. Donc, c'est une forme aussi de vision et de développement d'entrepreneuriat pour le Maroc et pour le continent. Ouais. Donc, effectivement, j'en ai dit un mot, c'est que tu as développé une expertise dans l'innovation dans le secteur de l'éducation au niveau international, donc autour des pratiques, des techniques et des outils pédagogiques. Donc, ce serait intéressant que tu partages ce recul-là avec nous. Ouais, avec plaisir. Ça fait plein de sujets, dis donc. Et pour finir, tu es également très engagé dans le secteur associatif avec l'EFE, donc la Fondation pour l'emploi. Dirons-nous plutôt sur les soft skills, donc les compétences comportementales des jeunes, et puis l'Institut Tahar Sebti, qui est un peu un modèle sur la base d'un modèle de l'école du 21e siècle. Ouais. Donc voilà, donc tu as différentes cordes à ton arc sur le plan de l'éducation, et je suis très ravi, cher Hamza, de t'avoir sur le podcast. Merci, Bakalim. Je te prie alors de commencer par te présenter. Écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que c'est marrant parce que en fait, ça m'a limite mis mal à l'aise d'écouter la liste de tous les trucs sur lesquels je suis impliqué. Et ça m'a aussi fait un bon clin d'œil en me disant, en fait, ouais, c'est vrai que ça fait un moment que je suis rentré au Maroc et que du coup, j'ai eu le temps de faire plein de choses et j'en suis vraiment, vraiment content. Ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est peut-être de dire un peu d'où je viens, parce que c'est ça qui explique tout ça. En fait, c'est mon parcours qui explique tous ces engagements-là. Et donc, plutôt de vous raconter l'histoire de Hamza, quoi.
pour aller assez vite sur mes études, j'étais au lycée français à Casa, à l'IET. Ensuite, j'ai fait une prépa, puis ensuite j'ai atterri à HEC. Et bon, là, il y a une petite histoire sympa, c'est que je m'orientais pas du tout là-dessus au départ parce que j'étais inscrit à Dauphine et que ça m'allait très bien. Mais pendant mon année de terminale, j'ai rencontré le fondateur d'HEC Entrepreneur qui était venu au Maroc pour un séminaire. Et il m'avait offert son livre qui s'appelle Stratégie pour la création d'entreprise. Et on avait discuté, puis ça m'avait vachement marqué en fait comme rencontre. Et c'est ça qui a fait que derrière, je me suis dit non mais en fait j'ai envie d'aller à HEC Entrepreneur. C'était ça mon projet post-bac. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi de faire une prépa au final et que j'ai atterri à HEC. Donc ensuite HEC, parcours classique, puis HEC Entrepreneur. Donc c'était mon rêve de gamin quoi qui se réalisait. Et donc, cette rencontre, excuse-moi, cette rencontre, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. D'accord, donc c'était l'année du bac ou l'année de mon bac, exactement, l'année de mon bac. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui explique cette rencontre aussi, c'est que je suis né dans une famille d'entrepreneurs dans l'éducation. Donc, mes parents ont monté leur école il y a 35 ans. Ils sont parmi les pionniers en fait de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Maroc. Mes oncles, pareil. Et du coup, on m'a servi de l'éducation au petit-déj, au déjeuner, au dîner pendant très longtemps. Ce qui fait que, pour être très honnête, ça m'attirait pas tellement au départ, hein, parce que j'avais vu mes parents bosser, j'avais vu mes oncles bosser, et que je me disais c'est sympa, mais c'est pas pour moi. Je voulais surtout entreprendre. Et d'ailleurs, quand j'étais à HEC, si tu veux, mes premiers stages, ça a tout de suite été très très orienté entrepreneuriat. J'ai été en Chine pour lancer la franchise du Relais de Paris à Shanghai. J'ai vraiment bossé en tant que bras droit d'entrepreneur sur plein de sujets. Puis ensuite, HEC Entrepreneur. C'est la voie royale de la formation d'entrepreneuriat. Ah ouais, non, mais il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à refaire, je referais pareil, si ce n'est plus. Et j'ai appris plein de choses comme ça. Et j'ai bossé sur plein de secteurs différents, etc. Et puis ensuite, HEC Entrepreneur. Bon, pour être très honnête, c'est toujours très tricky en fait. Quand on rêve d'un truc et que c'est hyper important pour nous, d'arriver à la réalité et d'être confronté à la réalité. Et puis pour être très honnête, moi c'était un peu décevant cette année à HEC Entrepreneur. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus aventurier quoi. C'était un peu trop scolaire et académique à mon goût. Mais c'est quand même ça reste une formation. Ça veut dire que tu n'es pas dans les conditions, totales de l'entrepreneur. En fait, si, parce que c'est une formation qui est hyper bien construite. Alors, pour le coup, j'ai été déçu, mais je suis un peu difficile. J'ai peut-être pas très bien joué le jeu non plus. Mais disons que c'est une formation qui est vraiment, vraiment très bien construite parce qu'en gros, tu as 3 séminaires qui correspondent vraiment au temps de vie, quoi, au cycle de vie d'une entreprise. Donc, tu as un séminaire de création d'entreprise sur la base d'idées qui sont proposées par des tuteurs qui, en général, d'ailleurs, débouchent chaque année sur des vraies créations d'entreprise. Il y a plein de boîtes qui se sont montées pendant HEC Entrepreneur et qui cartonnent aujourd'hui en France. Et ensuite, tu as un séminaire qui s'appelle Développement d'entreprise. Et là, vraiment, tu es avec quelqu'un qui a sa boîte et tu développes. Et tu as un séminaire qui s'appelle Reprise d'entreprise. Et donc là, tu traites un dossier qui, en général, est en liquidation judiciaire. Et donc, le but du jeu, c'est de faire ce qu'on appelle un plan de redressement. Et du coup, franchement, c'est une formation géniale parce que c'est hyper terrain, quoi. La frustration, elle se situe où alors? Écoute, moi, je crois que j'ai pas eu trop de chance sur les gens avec qui je suis tombé dans les différentes équipes, parce qu'en gros, à chaque début de séminaire, ils font une fonction random et ils te mettent dans une équipe de 3 personnes. Et ce qu'il faut savoir sur cette formation, ce qui est génial d'ailleurs, c'est qu'on est 90 dans la promo, il y en a 30 qui viennent d'HEC, donc qui sont recrutés des promos d'HEC, c'est hyper sélectif. Et ensuite, il y en a 30 qui viennent en master en fait et qui en général ont fait des études complètement différentes, genre des pharmaciens, des mecs qui viennent de la mécanique, etc. Et tu as 30 gars qui viennent de Polytechnique. Donc ça te fait 90 personnes avec en gros le tiers à chaque fois de profils différents. Et dans chaque équipe, tu es pluridisciplinaire. Donc tu as toujours un HEC, un ingénieur, plus une personne qui vient d'un métier ou d'un secteur totalement différent, et ça crée beaucoup de richesse. Ça crée aussi parfois des difficultés, ce qui était mon cas. Ok.
Donc, avec cette formation-là, donc effectivement, ça te met l'esprit pleinement dans l'entrepreneuriat. Ouais, totalement. Et quel est le projet que tu as en tête finalement, une fois que tu es diplômé? Moi, avant même d'être diplômé, en fait, j'avais plein d'envies. J'avais déjà plein de projets dans les tiroirs. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette année-là, on a eu des circonstances familiales, entre guillemets, qui ont fait que ça devenait de plus en plus évident et urgent qu'à la fin de mes études, j'allais probablement rejoindre l'entreprise familiale. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Sauf que avant de rentrer, je me suis dit, franchement, pour avoir vu un peu ce qu'ont fait mes parents, ce qu'ont fait mes oncles et tout, d'ailleurs, ils ont fait un travail considérable parce qu'ils étaient pionniers, ils ont vraiment démarré ce secteur. Mais ils se sont jamais vraiment formés à ce que c'est que de diriger des écoles, de mener des projets de pédagogie, etc. Et donc, comme je voulais avoir de l'impact rapidement, je suis allé faire un master en sciences de l'éducation après HEC, qui est un master à Paris 5, en fait, dans lequel il y a la Sorbonne et Sciences Po, qui est un master avec une spécialisation en coopération internationale. Donc, ce qui était génial dans ce master-là, c'est que je me suis retrouvé avec 25 personnes qui venaient d'horizons très, très différents. Donc, des enseignants au primaire, au secondaire, dans le supérieur, mais aussi des gens qui travaillaient dans des ministères ou là dans des directions internationales d'agences type AFD ou à l'UNESCO, etc. Et donc, c'était hyper intéressant parce que ça m'a vraiment permis de tout contextualiser, de comprendre en fait le système éducatif au sens global du terme, comment il est constitué dans le monde et ensuite au Maroc, évidemment. Comment est-ce que les différents systèmes éducatifs mondiaux sont connectés les uns avec les autres. Quelles sont les pédagogies ou les sous-bassements pédagogiques et philosophiques qu'il y a derrière un système. Et ensuite, vraiment de descendre, tout ça c'est la partie très très macro, et ensuite de descendre vraiment en profondeur aussi et en très micro sur comment gérer un projet de formation depuis la détection des besoins, l'ingénierie, jusqu'à l'évaluation à chaud et à froid. D'accord, et quand on dit sciences de l'éducation, c'est vraiment tout niveau. Ouais. C'est vraiment, ça va de lire les bouquins de Françoise Dolto ou de Maria Montessori pour comprendre des éléments pédagogiques de base, jusqu'à regarder des tableaux de bord d'évaluation du système éducatif marocain, quoi, avec analyse de tous les KPI du type nombre de redoublants, etc., etc. Donc ça t'apprend vraiment à faire le grand écart entre la compréhension macro d'un système et la gestion très très micro d'une classe limite ou même d'un groupe d'élèves, quoi. À ce moment-là, tu ne t'es pas dit j'ai envie de faire autre chose que l'éducation, ou bien tu as un petit peu scellé ton futur à ce moment-là définitivement? Alors, je vais être très honnête, il n'y a pas un jour où je me dis pas j'ai envie de faire autre chose. Pour être très honnête, c'est pas parce que j'aime pas ce que je fais. Au contraire, aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais finalement été attiré dans ce domaine et dans ce métier. Et je considère aujourd'hui que c'est mon métier d'ailleurs, éducateur. Mais je vais dire deux choses. La première, c'est que c'est un métier qui est hyper prenant, qui demande une énergie folle et on a l'impression que c'est gratifiant parce que on voit nos étudiants réussir et tout, mais avant de voir un étudiant réussir, tu as mis des mois d'intensité humaine quotidienne pour lui donner de la confiance, poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses à chaque fois pour chaque personne. Et donc, c'est un métier en fait où on n'a jamais assez bien fait les choses. Du coup, ça peut être vraiment, vraiment drainant et fatigant. Et franchement, pour moi, être enseignant, c'est un des métiers les plus pénibles qui existent au monde, même si c'est un des plus beaux métiers en même temps. Mais c'est hyper pénible, quoi. À la fin de la journée, enseignant, t'es rincé, quoi. T'es un torchon. C'est vraiment très, très dur. Donc ça, c'est une première chose qui fait que je te dis j'ai envie de faire quelque chose d'autre tous les jours, parce que déjà rien que pour respirer, j'ai besoin de faire autre chose, et d'ailleurs je fais autre chose. Et par ailleurs, j'ai toujours considéré que c'était une façon géniale d'avoir un impact sur ma communauté, sur mes communautés, ou dans mes communautés plutôt. Maintenant, il y a d'autres façons d'avoir de l'impact, et honnêtement, je ne suis pas que éducateur aujourd'hui, je suis aussi consultant, je suis entrepreneur dans d'autres domaines, je suis investisseur, donc si
tu veux, je joue sur plein de terrains, quoi. Et tu t'intéresses à plusieurs sujets. Ouais, bien sûr, je m'intéresse à plein de choses. Et ce qui est génial, c'est que ça se recoupe, quoi. C'est-à-dire que ce côté hyper généraliste me permet aussi d'être un meilleur éducateur. Très bien. Et juste une question aussi, tu as également fait de l'enseignement dans ce cursus-là, à la Sorbonne ou... Alors, j'ai pas enseigné pendant que j'étais à la Sorbonne, mais on nous a clairement appris à préparer nos cours. Tu t'apprends à préparer un module, quoi, depuis son ingénierie jusqu'aux séquences et tout. Et ensuite, j'ai enseigné à plusieurs endroits. Je continue d'ailleurs. Alors, j'ai enseigné dans mes écoles, évidemment, parce qu'il fallait que je sois vraiment au contact des jeunes pour bien les comprendre et pouvoir créer des belles expériences pédagogiques pour eux. J'ai ensuite été formateur d'enseignants ou formateur de formateurs sur certains points pédagogiques. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, en fait, mon dada, si tu veux, c'est vraiment tout ce qui est méthode d'innovation. Donc, je me suis très vite formé à ce qu'on appelle le design thinking. C'est une approche d'innovation qui est née à San Francisco, dans l'univers un peu de Stanford, etc. Et qui permet aujourd'hui de faire du design centré sur l'humain, entre guillemets. Donc, qui part d'un besoin concret, de l'empathie qu'on peut avoir avec notre utilisateur ou notre client, et donc de développer des solutions innovantes à partir de là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des modules où on applique cette méthode d'innovation à la pédagogie, en fait, donc à la préparation d'un cours, à la préparation d'un programme, etc. Et ça, je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné dans le cadre de l'Université citoyenne d'HEM. Je l'ai enseigné dans le cadre de l'Entrepreneurship Center de l'Université Hassan II. Donc, ouais, il m'arrive souvent d'intervenir dans ce sens-là. Et puis, même aujourd'hui, en tant que consultant avec des entreprises ou des institutions de coopération internationale au Maroc, quoi. Ok, très bien. Ok, donc tu finis ta formation aux sciences d'éducation. Donc là, tu rentres directement au Maroc. Ouais. 2011. Alors, donc, je rentre en 2011. on a compris que ton retour était souhaité et un peu accéléré. Exact. J'ai envie de te dire, la question que j'ai envie de te poser, c'est la transition. En général, c'est jamais évident. C'est toujours quelque chose de positif, mais c'est jamais évident. Mais j'ai pris hyper cher, moi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que et ça d'ailleurs, c'est un conseil que je donne toujours et que je continuerai à donner. C'est que la même année, en l'espace de 3 mois, je me suis retrouvé à déménager au Maroc, à demander celle qui est aujourd'hui mon ex-femme en mariage, donc à décider de me marier, à passer d'une vie où pendant 8 ans j'ai vécu à Paris hyper indépendant, etc., à une vie où je rentre, je suis au Maroc, je suis tout le temps en famille, je travaille en famille, je vis en famille, donc vraiment c'est changement radical de style de vie, etc. Et en fait, ça a fait beaucoup de changements en même temps. Et pour être très honnête, j'y étais pas du tout préparé. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'y suis allé au courage et avec beaucoup d'insouciance et d'inconscience. Et du coup, ça a été un moment super challenging pour moi à tout point de vue. Donc en fait, à refaire, il aurait fallu rentrer dans des conditions différentes, c'est ça? Non, parce que je crois que j'ai vécu ce que j'avais besoin de vivre pour être qui je suis aujourd'hui. Donc aucun regret. À refaire, je referai tout pareil. Hein. Franchement, je pense que finalement, on vit vraiment ce qu'on a besoin de vivre, quoi. D'accord. En revanche, quand on pose la question, aujourd'hui, j'ai un frère qui est à Paris, par exemple, et de temps en temps, on en discute. Ou quand quelqu'un me contacte pour me dire je vais rentrer au Maroc, quels sont les conseils que tu as à me donner, je dis attends, avant de rentrer, prépare bien ton projet, quoi. Moi à l'époque j'avais pas eu ce réflexe là de contacter des gens, etc. Et du coup je m'étais vraiment lancé sans trop réfléchir et honnêtement il faut donner toute la réflexion nécessaire à ce projet là parce que c'est un projet de changement de vie et qui est pas évident. Ok. Donc là tu rejoins l'entreprise familiale, donc c'est je pense l'IFIAG. Oui. Donc c'est un établissement de formation privée qui forme on va dire qui est leader de la formation professionnelle post-bac au Maroc, donc créé en 86. Yes.
Écoute, ouais, IFIAC, c'est l'école familiale. Moi, si tu veux, j'avais 4 ans. Mes parents, ils l'ont créé en 85, 86, et donc je suis né cette année-là, grosso modo, en 86. Ok, Du coup, en très fait, bien. moi, à 3-4 ans, j'étais déjà sur les ordinateurs de l'école en train de jouer aux démineurs, Mhm. à tout un tas de jeux qui, à l'époque, auxquels on jouait à l'époque. Et j'ai grandi dans cette école parce que, grosso modo, ma mère venait me chercher à l'école et puis on revenait ensemble au bureau parce elle avait encore du travail à faire. Et du coup, j'ai passé un bon nombre de mes après-midi et de mes journées là-bas, quoi. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, quoi, d'une Donc là, certaine manière. ouais, donc là, tu retrouves un peu ce lieu-là. Bah ouais, Et je crois que tu prends un peu un rôle de responsable d'innovation et développement. ouais, Comment se exactement. font les choses, en fait, sur le plan professionnel? En fait, là, il y a deux problématiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je sentais le coup venir, j'ai fait mon mémoire de fin d'études à HEC sur la gestion, la transmission, le développement des entreprises familiales. Mhm, J'avais déjà bien parcouru tout ce qui s'était lu, enfin tout ce qui s'était écrit, pardon, mhm. sur ce sujet-là. Donc j'avais fait une grosse revue de littérature, etc. Puis j'avais rencontré plein de gens hyper intéressants dans ce domaine. Donc en fait, j'étais arrivé avec une réflexion préalable sur comment bosser avec mes parents. Donc, tu as un plan d'action sur 10 ans. J'ai un plan d'action sur quelques années, pas 10 ans, parce que je me dis très vite, j'ai pas envie d'y passer ma vie, quoi. Genre, Mhm, j'aime beaucoup, mais en même temps, voilà, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire et tout. Et du mhm, coup, il y a deux axes. Le premier, c'est vraiment d'adapter la gouvernance et la façon de travailler pour qu'il y ait de la place pour tout le monde et que, effectivement, je vienne avec du sang neuf, une stratégie neuve, etc., etc. ouais. Et que je puisse vraiment driver le développement. Et le deuxième, c'est donc le premier, c'est la gouvernance, et le deuxième, c'est en action, qu'est-ce que ça donne? Et Mhm, les deux vont ensemble. Donc la manière dont ça s'est passé, c'est que j'ai vraiment pris, je pense toute l'année 2011. En gros, je suis rentré en mai et j'ai pris toute l'année 2011, donc 8 mois, pour juste comprendre grosso modo où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'on se dirigeait, quelles étaient les problématiques, vécues globalement par l'équipe, puis par chaque personne à son poste, comment on était structuré, enfin vraiment un audit orga et strat, quoi, comme aurait fait un mhm. consultant externe. À la différence près que j'avais un relationnel hyper intéressant avec les gens, parce que certains membres de l'équipe qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs travaillent chez nous et avec nous Mhm, depuis 15-20 ans, tu vois. Donc, c'est mhm. des gens que je connaissais déjà. Donc, on a établi des relations de confiance assez rapidement. Puis, cette période-là, elle m'a aussi permis vraiment de faire mes preuves en proposant des choses immédiatement actionnables, etc. Et donc, vraiment de prendre le lead aussi sur l'équipe. Euh, à la fin de cette période, je suis arrivé avec un début de stratégie que j'ai présenté donc à mes parents, aux membres du directoire, etc. Et Mhm. sur laquelle on s'est dit ok, on va y aller parce que ça a l'air intéressant. Et grosso modo, cette stratégie, c'était vraiment de la restructuration basique à tout point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue pédagogique, on a vraiment revu, appliqué les méthodes d'innovation dont j'ai parlé, et donc Mhm. revu toute l'expérience étudiant, depuis le moment où il arrive pour s'inscrire jusqu'au moment où il sort chez nous, qu'il est lauréat, et qu'on continue à le suivre pour savoir s'il bosse, si ça se passe bien et tout. Et donc toute cette expérience-là, avec la mobilisation des formateurs qui va avec et tout, les changements dans l'équipe, donc il y a eu ça qui était un axe vraiment hyper important de mon travail. Ensuite, une restructuration de tout ce qui est marketing, enfin stratégie marketing, com, etc. Parce que la formation professionnelle, nous on est sur de la formation professionnelle, et la formation professionnelle, c'est un secteur qui est vraiment Mhm. très compliqué à naviguer parce que notre concurrent principal, c'est l'OFPPT qui est un acteur public Mhm. et qui est un acteur hyper agressif parce que tu dois savoir, ils construisent des tas de centres tous les ans, ils ouvrent plein de classes et tout, et du coup, Mhm. le secteur privé, au début, grandissait moins vite, et puis ensuite a commencé à décliner carrément. Ah oui, Et du carrément. coup, ouais, bien sûr. Et du Alors, coup, l'IFIAG est présent à Casa et Rabat, je crois, c'est ça? Casa et Rabat, exactement. Mhm. D'accord. Casa et Rabat. Et donc, l'enjeu pour nous, au niveau strat, c'était de dire, comment on fait pour non seulement survivre dans un marché qui est en déclin,
mais aussi peut-être voir comment on peut tirer notre épingle du jeu. C'est étonnant ce que tu dis, parce que jamais je n'aurais imaginé, enfin même si l'OFPPT est un acteur qui effectivement a un bon maillage du territoire, ouais. Jamais je n'aurais imaginé en qualité de formation, que ça puisse un peu être attractif vis-à-vis des entreprises. Bah, c'est pas les entreprises. En fait, leurs clients, c'est pas l'entreprise. Leurs clients, c'est la demande sociale. Donc, en fait, leurs clients, c'est les jeunes. Et clairement, d'un point de vue des familles marocaines aujourd'hui, donc, c'est le rapport qualité-prix alors. C'est même pas un rapport qualité-prix, c'est que c'est gratuit. Donc, en fait, entre la fac et ça, il y en a plein qui choisissent de plus en plus le FPPT parce que ils se disent c'est court, puis à la sortie, tu as un diplôme qui te permet de bosser. Nous, derrière, en tant qu'acteur privé, on a les mêmes diplômes, c'est-à-dire c'est les mêmes noms de diplômes, on est accrédité par l'État, etc. Mais on est privé, donc on est payant, tu vois. Et du coup, les familles voient pas forcément bien la proposition de valeur qu'on peut avoir pour elles. Et ça a été un point clé de mon arrivée au Maroc et de dire, dans cette entreprise, et de dire comment on peut vraiment avoir une proposition de valeur distinctive, mais qui est tellement distinctive que du coup, ça devient un no-brainer pour les gens, quoi, tu vois. Et donc ça a été beaucoup l'expérience pédagogique et la manière dont on suit chaque étudiant. On a une école qui est centrée sur l'étudiant. Et honnêtement, ça a été un pari gagnant parce qu'aujourd'hui, on est sur des taux de satisfaction de 95%. Je suis hyper fier de cette équipe, vraiment. Tu me permets de le dire, mais merci beaucoup. Ils sont hyper autonomes aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, FIAC, c'est 2 jours par mois, un, 2 jours par mois de travail, vraiment sur des choses très, très... pas très opérationnelles. Mais du coup, l'équipe est hyper autonome et très, 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 très compétente et ils font très bien leur boulot. Et du coup, notre strat, juste pour boucler cette boucle, c'était de dire, bon, en fait, on va se différencier par notre expérience utilisateur, puis on va se différencier en allant en fait sur des territoires où l'OFPPT ne va pas, etc. Et donc, on s'est vachement ouvert sur l'Afrique. Et aujourd'hui, on est à quasiment 60% d'étudiants étrangers. Intéressant. 50 et 60% d'étudiants étrangers chaque année, avec 14 nationalités, quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest, évidemment, francophones, mais aussi on a les Guinéens qui sont lusophones, on a des gens qui viennent et qui commencent par faire des langues et avant d'intégrer. Donc ouais, ça a été génial parce que je me suis éclaté. Moi, j'adore la culture africaine. Donc j'ai des étudiants exceptionnels qui viennent de partout et franchement, c'est un énorme kiff de les accueillir et de les accompagner, tu vois, pendant qu'ils sont là. Et intéressant. Alors, comment s'est fait cette ouverture ? Au début, c'était un point marketing. C'est comment on fait pour faire de la croissance, tout simplement. Et analyse de marché, regarde les tendances, et puis on s'est dit, on va tester. Et il y avait des écoles qui nous avaient précédés là-dessus, et pour lesquelles il y avait effectivement des bons résultats. On voyait les résultats. Donc, si tu veux, pour les jeunes Africains, on est une super alternative à la France, parce que en fait, aujourd'hui, IFIAC, j'en ai pas parlé, mais ce que ça propose, c'est vraiment unique. C'est un IUT, privé, quoi. C'est-à-dire que, en gros, les jeunes qui s'inscrivent chez nous post-bac, en 3 ans, ils ont un diplôme marocain au bout de la 2e année qui est accrédité par l'État marocain. La 3e année, elle se fait en alternance. Donc, ils bossent à 80% du temps, quasiment, 70% du temps, et 30% en temps de formation. Et à la fin de la 3e année, ils ont un diplôme de licence professionnelle qui est un diplôme étatique français, qu'on délocalise. On a des partenaires français là-dessus. Et des universités, quoi. Les partenariats sont arrivés après toi ou Non, les premiers sont arrivés avant moi, puis moi j'étais en charge de les développer, donc je suis allé en chercher 3 ou 4 autres. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, on a un partenaire avec qui on bosse depuis 2006, tu vois, donc en 2020, ça se passe très bien, très très bien. Ok, mais je me posais la question des recrutements de ces étudiants. Est-ce que vous vous déplaciez dans les pays pour présenter un peu l'école Non, parce que tu sais, en fait, le modèle aussi, une autre brique de la strate, c'est qu'on a un positionnement très particulier. Donc, grosso modo, les écoles de formation professionnelle de bas étage aujourd'hui, c'est des écoles qui se bradent sur le marché à 700, 800, 1000 dirhams du mois, tu vois. Donc on est à 8000, 10 000 dirhams par an.
Quand je suis arrivé, on était à 1500 dirhams par mois, donc on était à 15 000 dirhams par an. Et le choix qu'on a fait, c'est de dire non, nous, on veut être en fait la solution. Sur le secteur de la formation professionnelle, on va être les plus chers. Donc aujourd'hui, on est clairement les plus chers. On est à 22 000 dirhams par an maintenant. Okay. Mais on veut être en fait le premium du professionnel et le mass market du supérieur. Parce qu'on n'est pas en bac plus 2, on est en bac plus 3. D'accord. Et donc, on est aussi potentiellement un concurrent des écoles supérieures classiques, du genre HEM, etc. Sauf qu'au moins, ils sont à 60 000 dirhams. Maintenant, on s'est positionné à 22 et la troisième année est à 30 000. Donc, en fait, grosso modo, le ROI sur l'investissement en formation chez nous est hyper intéressant parce que, en fait, en 3 ans, l'étudiant obtient 2 diplômes. Il a bossé plus d'1 an, donc il a au moins 3-4 lignes dans son CV d'expérience pro. En sortant, on est à 100% d'insertion. Et s'ils veulent pas s'insérer, ils vont rejoindre les masters qu'il peut y avoir par ailleurs, etc. Et en général, ça se passe très bien pour eux, tu vois. Donc, franchement, c'est une école qui marche bien. Très bien. Il y a combien d'étudiants Ça dépend des années, mais on tourne entre 400 et 500 étudiants. 400 et 500 étudiants par an. Okay. Bien, c'est une bonne taille. Très bonne taille. Ouais, c'est une belle école, hein. C'est une très belle école, IFIAG. On est très discret, on fait pas trop de vagues. Mais voilà, ça fait 35 ans que ça marche, ça continue. Et franchement, des équipes top, des formateurs top. Tu sais, on a l'ancienneté moyenne de l'équipe de formateurs, c'est 10 ans. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Alors, oui. Je te laisse finir ta question, je suis désolé. Non, elle est terminée. C'est-à-dire, là, tu nous as brossé un tableau idyllique, mais bien sûr, ce serait intéressant de savoir aussi quels sont un peu les apprentissages que tu as eu au travers de cette expérience. Donc, première expérience au Maroc, il faut le dire. Première expérience, et je te dis un truc, mon apprentissage principal là-dessus, c'est la confiance qu'on peut faire aux gens, en fait, à une équipe. Je suis arrivé dans une équipe où le niveau de motivation, il était vraiment bas. Ils avaient pris cher pendant 2 ou 3 ans. Tout le monde était fatigué quand je suis arrivé. Et donc, il a fallu rétablir de la confiance en l'avenir, tu vois, et remettre de l'énergie dans le truc. Par quel type de levier? Justement, alors, je me suis transformé en formateur individuel permanent, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, mon job, j'ai toujours considéré que mon job en tant que manager, c'était de permettre à chaque personne de réaliser son travail de manière épanouissante et autonome. Ça a toujours été ça mon objectif avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Et je crois que ça, c'est mon apprentissage principal parce que je ne serais jamais arrivé à devenir ce manager-là si j'avais pas eu en face de moi le type de personne que j'ai eu dans le contexte qu'on avait, tu vois. Et donc, j'ai dû me former à ce que c'est que d'être un manager coach, à comment faire en sorte que les gens prennent en main leurs propres objectifs, qu'ils sachent définir leurs objectifs, qu'ils sachent derrière les décliner en plan d'action, et d'être vraiment plutôt une ressource pour eux qu'un patron, quoi, tu vois. J'ai jamais vraiment été un patron, tu vois. Et ça, je crois que c'est mon apprentissage principal. Mais alors, attends, je t'ai pas bien suivi. Alors, premièrement, tu as fait HEC entrepreneur. Ouais. Deuxièmement, tu as la formation spécialisée en éducation. Donc, je veux dire, avec tout ça, tu as dû développer de nouvelles compétences ou acquérir des nouvelles compétences en management d'équipe, c'est ça? Tu rigoles, mec. J'arrête jamais d'apprendre. Ok. Genre franchement, il y a pas un mois qui passe sans que j'ai lu un bouquin ou suivi un truc là-dessus. Honnêtement, quand je dis me former, c'est pas forcément aller dans une école, etc. C'est juste, vraiment genre me donner les ressources de mieux faire ce que j'ai à faire, tu vois. Ok. Non, je comprends. C'est bien aussi de partager ça pour montrer en fait qu'on a toujours du chemin à faire. Mais j'en apprends tous les jours et j'ai des ressources magnifiques que je pourrais partager plus tard si tu veux avec les gens et avec les gens qui t'écoutent et qui sont intéressés par ce que tu fais, mais il y a des ressources exceptionnelles là-dessus.
Surtout que le management, c'est une science ardue au Maroc, en particulier. Alors, je te jure qu'en arrivant, Arti, je vais te dire un truc. Ouais. Arti, je me suis pris les premiers rendez-vous que j'ai fait en arrivant au Maroc dans le réseau des HEC, mais aussi dans les copains qui sont dans le business, etc. J'ai retrouvé donc les clichés que je continue à entendre aujourd'hui, mais qui me hérissent le poil, qui sont tu peux jamais faire confiance à un Marocain, tu vas voir, les Marocains, ils sont ingérables. Le Marocain Kamouni, il a je sais pas quoi. Des trucs qui me paraissaient invraisemblables. Parce que bon, heureusement, je me suis pas laissé prendre par ce discours parce que je le trouve horrible et puis ça donne des relations de travail horribles, tu vois, de contrôle permanent et tout. Non, je comprends. Moi, j'ai très vite choisi le camp inverse qui est de dire, moi, j'ai envie de faire confiance. J'ai envie de travailler en bienveillance et en transparence. Et en fait, du coup, on peut tous dire, du moment qu'on est en relation de confiance, tu vois. Ben justement, en parlant de confiance, je discutais un peu avec un ami, bon, il est français, mais il vit au Maroc, il s'appelle Charles. Salut Charles, si tu nous écoutes. Et il me disait, le facteur pour lui qui aujourd'hui, dans ces circonstances de confinement, font la différence entre les petites boîtes, c'est la confiance. Ah ouais, c'est la délégation des chefs d'entreprise et la confiance qu'ils ont avec leurs équipes. Donc, c'est-à-dire, plus ces entreprises avaient travaillé sur cette dimension-là, mieux ça se passait aujourd'hui. En fait, j'ai envie de te dire, c'est presque pas un travail, c'est un choix. C'est-à-dire que, en fait, c'est un mindset, quoi. C'est-à-dire que désormais, on n'a plus le choix, en fait. Cette expérience montre que quelque part, on n'a plus le choix. J'espère que ça va faire changer d'avis et d'attitude à plein de gens. Que ce soit dans des grosses ou des petites boîtes, d'ailleurs. Parce que, en vrai, moi, j'imagine pas ma vie différemment en tant qu'entrepreneur. Différemment que ce que je vis maintenant, à savoir, mon équipe, si tu veux, chacun sait exactement quelle est sa part du gâteau dans la chaîne de valeur. Ils savent exactement où est-ce qu'on veut aller en tant que collectif parce qu'on se voit 4 à 5 fois par an pour rappeler notre vision, rappeler notre mission, pourquoi on est là, c'est quoi notre plan d'action. On travaille avec une méthode qui s'appelle les OKR, c'est une méthode Google, objectifs et résultats clés, et tout le monde a ses objectifs et ses résultats clés clairement établis. Et derrière, il y a un niveau d'autonomie qui est hallucinant. Et ce niveau d'autonomie, aujourd'hui, je l'ai aussi avec des juniors qui sont sortis de l'ENCG ou qui sont sortis d'une école de commerce au Maroc, pour qui c'est le premier job. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut prendre le risque de ne pas tomber dans les lieux communs, en fait, d'un point de vue managérial. Et vraiment de faire confiance aux qualités personnelles des gens. Et je dis pas que je me suis jamais trompé ou que ça a jamais été difficile. Au contraire, ce que ça, du coup, en fait, le corollaire de ce truc-là, c'est qu'on passe beaucoup de temps à former nos collaborateurs, on passe beaucoup de temps à aider nos collaborateurs qui n'y arrivent pas encore. Mais c'est aussi ça la confiance, tu vois. C'est que quand tu dis le travail, il est là, effectivement. C'est que si tu choisis d'être dans des relations professionnelles basées sur la confiance et la bienveillance, derrière, quand quelqu'un n'a pas fait son travail comme il aurait dû être fait, si tu veux, c'est là que tu vois, c'est ta réaction, c'est là qu'elle montre aux gens si tu es intègre ou pas sur tes valeurs. Donc nous, quand quelqu'un ne fait pas son job comme il aurait dû, on se pose avec lui et on lui demande pourquoi, en fait. Et genre, qu'est-ce qui a fait que, et comment est-ce qu'on peut faire pour que demain, ce soit mieux fait, tu vois. Et c'est ça la confiance, c'est que tu fais confiance à quelqu'un dans sa capacité à apprendre, dans sa capacité à s'adapter, dans sa capacité à mieux faire. Et surtout dans son engagement et son envie de mieux faire. Et en fait, du coup, ça crée des systèmes vertueux et positifs où, encore une fois, moi je le dis, les gens dans mes équipes, je les adore, quoi. Je les adore d'abord parce que je sens que Hazid Ma'aya, en fait, tu vois. Alors, excuse-moi, quand tu parles de tes équipes, est-ce que déjà tu avais un peu ce rôle de management à l'IFIAG? Oui, alors oui et non, parce que il y avait déjà des directeurs qui étaient mes parents, donc j'ai pas pris leur place et c'était pas du tout l'objectif, au contraire. L'objectif, c'était de redesigner la place de chacun. D'accord. Maintenant, à IFIAG, le travail que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle la qualité totale. Donc, en fait, c'est vraiment aller dans chaque poste, définir les contours du poste,
le rôle de la personne dans la chaîne de valeur globale. Donc, vraiment permettre à chaque personne de bien se situer au sein de l'équipe. Et ensuite, définir ses processus, définir ses rituels pour faire en sorte que cette personne puisse atteindre ses objectifs, son résultat espéré. D'accord. Avec un niveau de qualité une qualité de vie qui est correcte, un niveau d'équilibre professionnel et personnel qui est correct, etc. D'accord. Et donc, j'ai accompagné chaque personne à développer ça, grosso modo. Tu vois. Okay. Ce qui fait que je n'avais pas un rôle de manager au sens classique du terme. Pas de management hiérarchique. Mais exactement, c'est très très flat en fait. Okay. Partout où je travaille, c'est très flat. C'est-à-dire que tout le monde participe aux réunions, tout le monde a son mot à dire. Il n'y a pas d'étage en fait. Ok. Très bien. Alors, on parlait un peu des difficultés. Donc, tu as évoqué d'abord celui de premier apprentissage, c'est d'apprendre à manager, c'est ça? En te formant un peu sur. C'est l'humain, ouais. Est-ce qu'il y a une autre difficulté un peu sur cet épisode IFIAG? Moi, je dirais que l'épisode IFIAG plus Maroc, 3 premières années, je pense que l'apprentissage principal, c'est l'ouverture d'esprit et l'agilité. En fait, tu es tout le temps surpris. Tout le temps surpris parce que moi, j'étais jeune, donc j'adorais faire des plans. Et je faisais plein de plans hyper, tu vois, des plans de projet, etc., trimestriels, hyper clairs. Des plannings, des trucs. Et finalement, il n'y avait rien qui se passait comme prévu. En fait, nous, le Maroc, on est en mode agile depuis. Genre, donc, en fait, ça m'a appris qu'il fallait que j'arrête parce que ça me foutait des stress pas possible de tout planifier et d'essayer de tout caler comme j'avais envie. Ouais. Et qu'en vrai, la survie, elle est dans l'agilité et dans le fait de rester très, très flexible. Moi, je dis souvent, c'est comme sur la route. Tu vois, quand je conduis à Casa, souvent, quand il y a des étrangers qui viennent et qu'on est juste en retour de la route de l'aéroport, j'ai tout le temps cette remarque de « Ouais, mais comment tu fais pour conduire ici ?» Et je dis, mais en fait, la conduite, c'est un peu comme la vie en général au Maroc, je trouve. Il faut être comme l'eau, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes là où ça passe. Donc, tu prends la forme du récipient. donc, franchement, ça a été dur pour moi pendant 3-4 ans. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais déstress, en fait, voilà, il faut vivre avec l'énergie du moment et vraiment rester très, très agile. Et je crois que ça, c'est peut-être la chose pour laquelle je remercierais le Maroc et mon expérience au Maroc le plus. Même si demain je devais aller vivre ailleurs ou autre, ça a été une école formidable parce que ça a été une école de la résilience. Genre, on a été, en fait, déjà, le contexte de IFIAG faisait qu'on devait être résilient. Et mon contexte personnel a fait que j'ai dû être résilient parce que j'ai eu 3-4 ans vraiment durs, quoi. En fait, c'est que tu as appris à désapprendre, parce que déjà, il faut se déformer complètement. Ouais. Voilà, de ton mindset initial qui est très porté sur la planification, etc., pour embrasser d'autres concepts, tels que on vit un peu au jour le jour, on pilote un peu au mois. Bah, franchement, regarde ce qu'on vit en ce moment. Genre, j'ai l'impression d'y avoir été préparé pendant les 10 dernières années, quoi. C'est ça. Genre, tous les matins, je suis en mode gros smile. Pour moi, c'est genre, je suis dans mon élément, là. On peut rien prévoir, c'est du quotidien. Et j'adore parce que c'est hyper challenging. Je suis très, très joyeux de ce qu'on vit en ce moment, franchement. Très bien. Alors, donc, pour revenir un peu, je crois que c'est à ce moment-là que tu n'arrêtes pas de développer un peu ton réseau. Ouais. D'ailleurs, ce serait bien de partager avec nous tes petites astuces là-dessus, mais on y reviendra. Mais surtout, le réseau associatif. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ben oui. Quelle influence ça a sur ton parcours aussi? Je pense qu'il y a du donnant-donnant dans cette histoire. C'est clair et net. Avec le recul, hein, c'est clair et net. Oui, bien sûr. Ce que je peux te dire, c'est que ma première expérience associative, ça a été l'institution Tahar Sibti. Et en fait, l'institution Tahar Sibti, c'est une institution éducative qui existe depuis 1953. C'est la première association marocaine reconnue d'utilité publique. On a un derrière qui est signé par Mohamed V, tu vois, pour te dire
l'ancienneté de l'institution et sa place à Casa. À l'origine, c'était une institution qui a été fondée par Zohor Sebti pour accompagner les jeunes femmes à se professionnaliser, à gagner en indépendance. Donc, il y avait des cours de couture, donc ce genre de choses. Et puis, assez rapidement, c'est devenu une école primaire, puis une école maternelle, etc. Avec un programme marocain de base. D'ailleurs, c'était, il me semble que les enseignants étaient mis à disposition par le ministère pendant très longtemps. D'accord. Et en 2011-2012, Amina Slaoui, qui est la nièce de Zohor Sebti et qui est aussi la présidente et la fondatrice de l'Amicale marocaine des handicapés, qui est devenue le groupe AMH, a repris la présidence de l'institution Tahar Sebti. Et il se trouve que Amina, en fait, je suis très copain avec ses enfants, Hamza, Kenza, etc. Et donc, un soir, on était chez eux et on discutait. Elle me dit « Ah, mais tu travailles dans le secteur ?» Je lui dis « Oui, puis j'ai fait ceci, cela. » Elle me dit « Écoute, viens nous aider. Viens voir ce qu'on est en train de faire. » Et en fait, dans ces moments-là, si tu veux, tu dis... Enfin, moi, j'ai toujours dit oui. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai toujours dit oui par principe. C'est-à-dire que quand on me sollicite ou quand on me propose d'être utile, je ne dis jamais non. Et pour moi, c'est vraiment presque le seul et unique conseil à donner pour les gens qui, entre guillemets, veulent se faire du réseau, entre guillemets vraiment, parce que je trouve que c'est atroce de dire ça. Mais en gros, si tu as envie demain d'être connecté avec plein de gens hyper intéressants, la meilleure façon, c'est que toi aussi, tu sois comme eux, en fait. C'est ça. En fait, c'est montrer le désir d'être utile. Exactement, c'est montrer le désir d'être utile, être créateur de valeur dans ton environnement. Si tu as envie d'être connecté, connecte, be useful, fais des choses bien pour les gens, rends service. Et en fait, derrière, moi, si tu veux, de manière très organique et naturelle, je me suis rendu compte que j'en avais fait plein de choses avec plein de copains. Aujourd'hui, moi, je dis c'est mes copains, tu vois. Et ouais, ces gens-là, aujourd'hui, effectivement, ils sont dans plein d'instances hyper intéressantes, etc. C'est super, quoi. Et on a toujours été, et ils viennent manger à la maison, etc. Donc, on est vraiment dans une ambiance très bon enfant où on n'est pas du tout dans du réseautage à la CAC 40, quoi. Oui, bien sûr. Comment on peut se rendre utile ensemble pour nos communautés. Vraiment, c'est ça qui relie les gens qui sont autour de moi. Et donc, Amina, je lui dis oui, je vais regarder. Puis j'arrive à l'institution Tahar Sebti et je fais ce que j'avais fait à IFIAG, en fait, une année auparavant, à savoir une espèce d'audit orga pédagogique. J'interviewe tous les enseignants, la directrice de l'époque, etc. Et je ressors avec une espèce de PowerPoint de consultant. de consultants qui dit avec des graphes à bulles dans tous les sens. Avec des graphes et des bulles et un peu moins bon que ce que sortent les consultants, mais en tout cas il y avait de l'idée. Mais grosso modo, moi mon premier contact avec cette école, ça a été de dire oulala, genre franchement c'est dans un état cata. C'était dans un état cata en 2012, hein, franchement. C'était une école qui était mourante en fait, tu vois, qui était vraiment en train de mourir. Et dans ce moment-là, si tu veux, mon réflexe a été de dire, mais en fait, on a une opportunité incroyable. C'est que cette école qui est mourante, ça peut être le foyer d'un renouveau, d'une renaissance. Pas uniquement pour l'école en soi, mais vraiment aussi pour donner l'exemple à toutes les écoles qui lui ressemblent. Parce qu'en gros, cette école, elle ressemblait en tout point à une école publique. Oui, pour moi, c'est une école publique. Ah oui, c'est en tout point. C'est une école reconnue d'utilité publique et associative. Donc bon, c'est un statut un peu hybride. Mais grosso modo, on avait un fonctionnement des gens, tout correspondait grosso modo à ce que tu as dans une école publique de base. Et donc, avec un peu plus de marge de manœuvre peut-être. Exactement. Ce qui change, c'est ça. Ce qui change, c'est la capacité décisionnelle et la gouvernance privée. Mais grosso modo, on a des ressources plus limitées que l'école publique. Parce que il faut qu'on aille chercher des sous, etc., pour éduquer les enfants. Tu vois. Et donc l'opportunité, elle s'est tout de suite. L'intuition à l'époque, c'était de dire, si on réussit avec le peu de ressources qu'on a, à faire une belle école de ce truc, on aura dit, ok, il y a un précédent. Si cette école peut changer, n'importe quelle école peut changer. Il suffit de vouloir, en gros. Oui, il y a le modèle d'école participative, je crois. Ça fait partie des choses qu'on a mis en place.
D'accord, ok. Donc en fait, l'idée, c'était de trouver le bon modèle pour le dupliquer par la suite. Voilà, exactement. Alors, au départ, la vérité, c'est qu'on ne pensait pas encore aux duplications. C'était vraiment un rêve, quoi. C'était une intention. Tu vois, genre, on a l'intention de faire de ce truc-là un pilote, quoi. Un truc qui Ok. marche bien. Et donc, si tu veux, la strat à l'époque que j'ai remis, qu'on a discuté avec Amina et avec les autres personnes du bureau, c'était de commencer par le B.A.B.A. Le B.A.B.A., c'était vraiment de retaper l'école déjà en tant qu'environnement physique, parce que si tu veux, t'arrivais, t'avais une cour en terre, des arbres morts, des classes qui ressemblaient à rien, des chaises et des tables merciennes, des tableaux qui marchent pas. Mhm. C'était- Bon. Ça faisait peur. Et Donc un peu laissé à l'abandon. ouais, vraiment, Mhm. mourant, tu vois, mourant. Mhm. Et du coup, j'ai dit, à l'époque, je disais, j'ai plein de boulot, donc j'avais dit à Amina, écoute Amina, voilà les trucs à faire vraiment immédiatement. Il faut retaper le bâtiment et recruter d'urgence quelqu'un qui peut être un directeur de l'institution ou une directrice de l'institution et qui a tel et tel profil, etc. Mhm. Et je dis, écoute, pour l'instant, moi, je peux pas trop m'impliquer opérationnellement, mais remets-moi dans la boucle si jamais ça avance, etc. Et là, on parle de combien d'élèves? Là, on parle à l'époque, Tahar Septi, c'était un peu plus de 200, c'était 250 élèves. Oui, quand même. 250. Aujourd'hui, c'est 480. Ouais, bien. Ouais, on a une liste d'attente de la taille du nombre d'élèves qu'on peut prendre quasiment. Ok. Donc, dont des gens qui payaient 1000 et 1500 dirhams dans des écoles privées du quartier et qui viennent à Tahar Septi aujourd'hui pour vouloir s'inscrire. Mais on les prend pas du coup. Mais Bon, tu on a un m'auras. phénomène incroyable de gens qui, grosso modo, sont prêts à downgrader Mhm. d'une école privée payante à 10 000 balles par an à une école qui coûte 10 fois moins. Bon, donne-nous ta formule secrète alors. Love, c'est l'amour. C'est vrai, vous avez réaménagé l'école avec de l'amour. Vous On a reconstruit avec de l'amour. tout refait sur la base de, en gros, bon, l'amour, ça inclut tout. Mais grosso modo, le premier mot-clé, c'était le rêve. Donc ça, je me Mhm. rappelle, en fait, pour te raconter l'histoire, là, donc on parle de 2012. En 2013, Amina me rappelle et me dit, Hamza, on a une assemblée générale à la fin du mois, c'était un mois de novembre. Faut que tu viennes pour voir comment on a avancé et voir si tu as envie de t'impliquer. Je dis, bon, bah c'est super, j'arrive. Et là, j'arrive et je vois une école complètement transformée, une nouvelle cour, des salles de classe bien aménagées et une directrice exceptionnelle. Ok. Bon, quand je dis exceptionnelle, c'est, tu vois, coup de foudre immédiat, parce que un profil hyper particulier, quelqu'un qui a été dans le SAMU social grosso modo pendant 20 ans, qui a été une assistante sociale, etc., qui a vu des cas, Mhm. elle suivait des cas vraiment atroces, tu vois, dans les rues du Maroc, etc. Donc quelqu'un qui vient du social, qui s'est rendu compte après 20 ans de carrière dans le social que la racine de tous les problèmes, elle se situe dans le problème éducatif, Mhm. qui a décidé de se former à la pédagogie et à la psychologie et à l'éducation pour devenir éducatrice Mhm. ou directrice pédagogique, et qui est en plus une poétesse de talent, et donc vraiment une personnalité extraordinaire. Donc moi, tout de suite, je suis tombé sous le charme, coup de foudre, et je me suis dit, ben tu sais quoi, euh, j'ai envie de prendre cette mission à cœur, quoi. Et, D'accord. euh, et ce que j'ai fait, c'est qu'avec Souad, donc cette directrice-là, mon job, ça a été vraiment de l'accompagner et d'être une ressource pour elle, euh, pour qu'elle soit la meilleure directrice pédagogique possible ou la meilleure directrice d'établissement possible. Et donc, la première chose qu'on a faite ensemble, c'est qu'on a institué l'école et on s'est dit, sur quelle base est-ce qu'on va recréer maintenant le cœur de l'école, qui est son projet, sa philosophie et son projet pédagogique. Mhm. Et la philosophie et le projet pédagogique, il a démarré par premier thème qui est le rêve, en fait. C'est de quelle école est-ce que je rêve? Et je me rappelle très bien qu'on était passé dans les classes, qu'on avait fait un kick-off, une espèce de réunion avec tous les enseignants, le personnel, y compris les femmes de ménage, les agents de nettoyage, tout le monde. Et on avait travaillé sur le hulm. C'est Mhm. et du coup, moi, c'était hyper intéressant parce que moi, j'adaptais mes méthodes d'animation, design thinking, etc. à des environnements où on parlait que de Dalija quasiment. C'était Mhm. hyper intéressant.
Et donc, de ce rêve, de cette première thématique qui était le rêve, on est ressorti avec un projet pédagogique dans lequel, grosso modo, on était une école de la joie. Donc, l'épanouissement et la joie de l'enfant étaient au cœur de tout ce qu'on faisait. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans enthousiasme, grosso modo. Un enfant, il n'apprend pas s'il n'est pas heureux. Et donc, ça a été le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe d'inclusivité et de bienveillance, d'accueil inclusif. Et donc, c'est là qu'on retrouve l'école participative. C'est là aussi qu'on voit aussi tous les projets qu'on a eus d'inclusion des enfants autistes, d'inclusion des enfants ayant des troubles, ce qu'on appelle les troubles 10, donc des troubles d'apprentissage, d'inclusion d'enfants handicapés, y compris d'handicap IMC, des choses lourdes. Et donc, aujourd'hui, sur les 480 élèves, on en a chaque année entre 20 et 40 qui ont besoin d'un accompagnement, donc d'une auxiliaire de vie scolaire, etc. Mais on le fait et ça se passe très bien. Et rien que pour ça, on est une école leader aujourd'hui à niveau national et presque mondial. C'est un modèle incroyable. Donc, premier axe, l'enthousiasme et la joie à l'école. Deuxième axe, l'inclusivité, le côté en fait bienveillant, accueillant, participatif. Et donc là, on a des... Bon, je pourrais t'en parler, rien que ça, il faudrait un podcast rien que pour ça, pour raconter toute l'histoire de Tahar Sebti. C'est tellement incroyable comme expérience. Écoute, ça a l'air passionnant, effectivement. Ouais, c'est extraordinaire. Et le troisième axe, c'était vraiment d'être un centre en fait, d'innovation, de recherche-action, tu vois, une école agile, quoi. Une école agile dans laquelle on se réinventait en permanence, dans laquelle on faisait de l'innovation frugale. Donc ça, je vais dire concrètement à quoi ça correspond. Aujourd'hui, l'institution Tahar Sebti, effectivement, c'est une maternelle et une école primaire. Et à côté de ça, c'est aussi un centre de formation pour les enseignants et les éducatrices et les auxiliaires de vie scolaire. Donc en fait, dans le même endroit, tu as de la formation action. Tu as dans la classe toujours un enseignant et une assistante, entre guillemets, ou quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et du coup, ça crée une dynamique d'innovation, une dynamique d'apprentissage continu. Un exemple de projet concret, c'est que pour les classes d'apprentissage, qui sont la grande maternelle, des classes d'apprentissage des langues, des BABA, qui sont les classes de maternelle, on a aujourd'hui un programme innovant qui fait qu'on a créé des tas de toolkits qui sont faciles à fabriquer pour moins de 20 dirhams par un enseignant de n'importe où au Maroc, qui sont des toolkits d'apprentissage de l'arabe, donc l'apprentissage des lettres, l'apprentissage des couleurs, etc. Et l'idée derrière ce truc-là, c'était de devenir un centre de diffusion d'innovation frugale pour l'amélioration des acquis d'apprentissage dans chacune des classes. Et là, mais on a eu des surprises incroyables. Tu as des enseignantes ou des enseignantes, parce que la vérité, c'est qu'il y a 98% de femmes dans cet environnement. Tu as des enseignantes, en fait, qui te sortent des trucs, mais tu te dis, mais genre, on a les solutions. Elles sont là. Oui. Tiens, elles sont là. La problématique aujourd'hui de Tahar Sebti, du coup, maintenant, c'est qu'on a trouvé des solutions, il faut réussir à les packager, à les diffuser. Donc, c'est le next step. Et là, on est accompagné par une belle boîte de consulting avec qui on est en train d'éditer cette stratégie. Parce que là, tu parles de 2012, hein, c'est ça? Enfin, 2012, et 2012, première action. 2013, je rencontre Suad et on se commence à travailler avec les équipes. Et là, entre 2013 et 2016, grosso modo, on met tout en place. Et ce que je peux dire, c'est qu'à partir de 2016-2017, on est déjà sur une école pilote. On est déjà sur une école dans laquelle, quand tu arrives, moi, c'est une école dans laquelle j'allais grosso modo tous les vendredis. Et pour être très honnête, je ressortais le vendredi à midi, j'avais l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Tu vois, parce qu'en fait, tu arrives et tu es dans une école où vraiment les enfants sont heureux. En fait, ils adorent leur école, ils adorent leur maîtresse, ils adorent venir, ils veulent pas rentrer chez eux. Tu as déjà vu des enfants, quand tu leur dis que c'est les vacances, ils sont pas contents? Moi, j'ai vu. J'ai vu, je savais pas que ça existait, ça existe en fait. Non, mais en fait, tu parles que de choses positives, donc la joie, l'épanouissement, le bonheur, et sur des dimensions un peu plus terre à terre, du genre le nombre d'élèves par classe. Non, le nombre d'élèves par classe, on est à 25. On passe pas 25, 27 élèves. Non, ce que je peux te dire, c'est les challenges sur l'Institut Tahar Sebti. Il y a des challenges énormes. Le premier challenge, c'est que chaque année, on se demande si on va survivre parce qu'on n'a pas assez d'argent.
Donc, justement, parce que l'école reste gratuite, c'est ça? Elle n'est pas gratuite en fait. L'école, sur les 480 élèves, tu as en gros 100 familles qui ne peuvent pas payer. Vraiment, elles ne peuvent pas payer. C'est la maman, elle est femme de ménage à la journée. Le papa, je ne sais même pas où il est. Donc, en gros, c'est des gens, ils n'ont même pas 150 ou 200 dirhams à mettre le mois. Tu vois. Hedo, il y en a une centaine. Donc, sur les 380 autres, grosso modo, ils payent entre 2000 et 2500 dirhams, selon la classe dans laquelle ils sont. Flam. D'accord. Flam. Ça veut dire 150, 200 dirhams par mois. C'est pas suffisant pour payer les enseignants correctement. Ça va pas, ça couvre même pas 25% des coûts. Donc, grosso modo, on a survécu grâce aux dons des différentes entreprises partenaires qui ont été génialissimes là-dessus. Il y en a, OCP, tu as toutes les grosses qui donnent, mais ça, c'est la chance d'avoir Emina et d'avoir des gens au bureau qui ont un niveau de confiance des bailleurs de fonds qui est énorme, et du coup, les gens donnent. Et en fait, on a fait aussi un gala, on a fait des choses comme ça, une vente aux enchères d'œuvres d'art où on a eu des artistes géniaux qui ont donné, et puis là, rappelle la vente aux enchères d'œuvres d'art, il y a eu quasiment 2 millions de dirhams qui ont été levés. Donc, c'est vraiment super. Donc après, le truc, c'est que le challenge principal dans cette école aujourd'hui, c'est de trouver un modèle économique, entre guillemets. C'est ça. Parce qu'on sait que, typiquement, on pourrait augmenter les prix et faire un système de compensation, si tu veux, où les gens qui sont capables de payer 10-15 000 dirhams par péréquation. Exactement, c'est de la péréquation. Le mot technique, c'est de la péréquation. On se dit, est-ce qu'on va là-dessus? On se dit, on ne sait pas trop, tu vois, en fait. C'est vraiment le plus gros challenge aujourd'hui. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans des grosses boîtes et où ils sont prêts à donner, là, le contexte, il est particulier, parce que je pense que tout le monde va donner au fonds de solidarité. Mais s'il y a des gens qui veulent faire des investissements à long terme sur des enfants, aujourd'hui, on a des packs de parrainage où des entreprises parrainent par groupe, par classe ou par groupe d'enfants. Ils s'engagent à parrainer sur 5 ans ou les 6 ans, qui est la durée du primaire. Tu vois. D'accord. Donc, on est sûr d'avoir une classe qui est parrainée pendant 5-6 ans parce qu'une entreprise a choisi de donner 50, 60 000 dirhams par an, etc. Donc, tu vois, c'est pas des grosses sommes, mais elles sont très importantes. Et ça, c'est un des challenges. L'autre challenge, il y en a plein des challenges aussi à Tahar Sebti. Je donne toujours un peu, je commence toujours par donner la belle histoire, et puis ensuite, ça n'empêche pas que derrière, il y a énormément de boulot qui est accompli. D'ailleurs, l'autre challenge aujourd'hui, c'est de réussir à rendre le modèle duplicable. Ouais. Et on n'y est pas encore parce que ce modèle, il est énormément bâti sur le relationnel. En fait, mon école éducative, c'est-à-dire ce que moi je prône, et je ne suis pas le seul, c'est ce en quoi je crois, mais grosso modo, c'est que l'éducation, c'est une relation. Donc en fait, être un bon éducateur, être un bon système éducatif, c'est réussir la relation éducative. Et donc, cette relation éducative, quand elle est basée sur l'amour, sur la bienveillance, sur l'envie de voir l'autre grandir, et sur toutes ces valeurs-là qui sont vraiment celles de la croissance, en fait, ce qu'on appelle le growth mindset, en fait, c'est là que tu réussis. Et c'est là que tu réussis même de manière très frugale, c'est-à-dire à 0 dirham, quoi. Parce qu'une relation, ça coûte 0. Tu vois. Non, mais pour aller dans ce sens, il faudrait que toutes les initiatives qu'il y a au Maroc là-dessus puissent travailler un peu en synergie, trouver un modèle qui soit adapté pour réussir un peu ce pari de généralisation et de pérennité sur le plan économique. Mais je pense que… écoute, oui, je suis tout à fait en ligne avec toi. Je suis même tellement en ligne qu'en vrai, c'est quelque chose qu'on a déjà essayé de faire. Donc, j'ai fait partie de la première équipe qui a travaillé dans le cadre d'un groupement ou d'une association qui s'appelle les Citoyens Ensemble, qui est présidée par Rita Al-Hello, de l'école centrale, ex-AM, école centrale, tout ça. Et donc, dans le cadre des citoyens pour l'éducation, on a mis en place plein de programmes, dont l'université citoyenne, dont un concours pour encourager les profs à innover, les enseignants à innover. Et l'un de nos enjeux, c'était de dire comment créer des plateformes de synergie entre les différents acteurs de l'éducation et tout. C'est hyper difficile. Si tu veux, pour moi, le bottom-up dans l'innovation dans l'éducation,
c'est super intéressant. Ça peut donner des associations ou des groupes d'écoles qui sont à très fort impact et qui se développent très bien. J'en ai des tonnes à te présenter. Moi, je suis ambassadeur d'un programme qui s'appelle Design for Change. Ça a commencé dans un village en Inde il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est dans 75 pays et ça touche 2 millions d'enfants par an, plus de 2 millions d'enfants par an. Bon, je sais. Tu as des trucs comme ça qui marchent hyper bien. Souvent, ça vient d'Inde. C'est des gens incroyables, les Indiens, parce que leurs contraintes sont tellement énormes qu'ils sont obligés d'innover. Tu vois. C'est la Mecque de l'innovation frugale. Exactement. C'est exceptionnel ce qu'ils font, ces gens. Et tu as aussi, typiquement, une école, tu as une école Escuela Nueva, qui est une école qui a été fondée en Colombie, en Amérique latine. Aujourd'hui, Escuela Nueva, c'est des millions d'enfants aussi, et c'est un modèle qui est très similaire à Tahar City. Moi, d'ailleurs, c'est un des modèles que j'ai benchmarké, entre guillemets, quand j'ai défini les stratégies, à chaque fois que je redéfinissais la stratégie de l'école. Tu vois. Donc, tout ça, ça marche, mais pour moi, aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, l'acteur fondamental du changement éducatif, c'est l'école publique. Donc, c'est le ministère, donc c'est les gens qui sont responsables de la stratégie éducative et de sa mise en place. Et c'est très bien en tant qu'association de faire des choses innovantes, de montrer que c'est possible, etc. Les programmes qui donnent de l'espoir, c'est très bien, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'espoir. On a besoin d'une mise en œuvre hyper efficiente, parce qu'on n'en a pas forcément les moyens, hyper efficiente, d'innovation à tous les niveaux, c'est-à-dire à un niveau organisationnel, pédagogique, etc. Donc, ce que j'ai fait pour cette école, ce qu'on a fait pour cette école, il faudrait le faire pour l'ensemble du système éducatif marocain. Et donc ça demande une gouvernance et une organisation qui s'adaptent à cet enjeu-là, tu vois, et à cette approche-là. Et donc moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faudrait qu'on ait un ministère qui fonctionne comme une smart factory, en fait. Enfin, qui fonctionne comme une très grosse boîte dans laquelle tu as une smart factory. Et qui soit ultra efficace avec de l'innovation en permanence, des méthodes de diffusion de l'innovation et d'évaluation, de la recherche-action tout le temps, des synergies dans tous les sens et de l'alignement dans tous les sens. Et ça, c'est des problématiques managériales, tu vois. Donc, il faudrait un ministre de l'Éducation extra manager. Excellent. Ça me fait une très belle transition avec la 3W Academy. Ouais. Enfin, 3W Academy Maroc. Est-ce que c'est… moi, comment je le vois, c'est un petit peu ton… Tu me diras si c'est juste. C'est un petit peu ton bébé, à la fois qui va prendre un peu toutes les caractéristiques du papa. Donc, à la fois l'innovation sur les volets éducation, pédagogie et le digital. Ouais. Et la recherche d'impact. Pourquoi ? Parce que ton action va permettre de former des développeurs web et mobiles et donc permettre à des jeunes de s'intégrer professionnellement parlant. Mais si tu pouvais nous raconter un peu la vraie histoire. Yes, parce que la vraie histoire, elle va te montrer que tout ce que tu dis est vrai, mais c'est encore un peu plus que ça. Et juste un disclaimer, tous ces projets, c'est mes bébés, parce que moi, je ne veux pas faire de jaloux. Donc franchement, je les aime tous autant, les uns que les autres, mais différemment. Ce que je peux te dire, c'est que 3W, c'est arrivé à un moment très particulier, parce que grosso modo, j'avais, pour des raisons perso, je m'étais redéplacé en France pendant quelques mois. Et du coup, pour préparer ce déplacement, parce que je pensais que ça allait être un déplacement permanent, et pour préparer ce déplacement, j'avais beaucoup travaillé sur les process et l'autonomisation de l'équipe à IFIAG. Ce qui fait que, grosso modo, j'avais besoin de pouvoir passer 3 jours de travail à IFIAG et être sûr que les choses avancent. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis bien allé en France, mais qu'au bout de 3 mois, je suis revenu. Et du coup, je suis revenu et je me suis retrouvé dans une situation hyper sympathique et très confortable, qui était que finalement, ils n'avaient plus besoin de moi, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai eu plein de temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagé pour EFE. D'accord. Je me suis engagé pour EFE, qui est Education for Employment. Donc, en gros, on récupère des jeunes qui sont diplômés et on les forme sur les soft skills, on les prépare en fait à travailler en entreprise. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les entreprises aujourd'hui
ce dont elles se plaignent le plus, c'est du manque de soft skills, en guillemets, et du manque de préparation comportementale en termes de culture d'entreprise des jeunes diplômés. Et donc, on vient combler cet écart, combler ce gap de compétences. Donc, EFE, on a bien bossé. J'étais partenaire au départ, puis administrateur. Et ça m'a passionné, j'ai adoré. Puis c'est une équipe, c'est un board qui est extraordinaire. Donc, on s'est éclaté. Et ce que ça m'a permis de découvrir, c'est vraiment qu'en fait, on a vraiment des millions de jeunes au Maroc aujourd'hui qui ont du talent, qui ont de l'ambition, qui ont vraiment envie de réussir. Et à côté de ça, qui n'ont pas été orientés, qui ne sont pas informés, qui ne comprennent pas en fait ce qu'on attend d'eux, parce qu'on n'a jamais vraiment pris la peine de leur parler réellement, qu'on leur a jamais pris la main. Et EFE réussissait à le faire très bien. Et je voyais qu'en fait, avec des formations d'une semaine, de 2 semaines, on voyait des déclics chez les jeunes. Tu vois, vraiment des déclics. Tu avais des mecs qui changeaient de regard en fait, au bout de 2 semaines. Et je me suis dit, mais en fait, en gros, aujourd'hui, il y a une énorme place pour un acteur qui serait un pipe en fait, qui serait une espèce de pipeline entre tous ces jeunes-là qui sont diplômés, qui foutent rien, ou qui bricolent, tu vois, qui font des petites choses, etc. Et des secteurs dans lesquels il y a une vraie demande. Et l'intuition, elle est arrivée comme ça, tu vois. Au départ, il n'y avait ni digital, ni rien. Je me disais pas, j'ai envie de faire du digital, franchement. À la limite, c'est quel type de... Quand tu parles de en 1 semaine ou 2, ils arrivaient à avoir le déclic. Ouais. C'était quel type de formation, de formation ou... Typiquement, dans le parcours classique de FE, un des parcours classiques qui s'appelle Workplace Success, donc la réussite dans l'espace de travail ou la réussite dans l'entreprise, ils travaillent énormément sur la perception qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes en fait. Donc en gros, c'est des coachs qui donnent les formations, tu vois. D'accord. Et dans cette formation-là, ils travaillent sur les perceptions personnelles. Donc, qui je suis, en fait, d'où je viens, etc. Et rien que le fait de travailler sur leur narratif personnel, parfois, leur fait reprendre confiance en eux. Voilà, on retrouve la confiance. Hein. Ah ouais, mais c'est exactement... le mot miracle dans tout ça, c'est confiance. Il n'y a que ça. Et donc, parfois, sur cette journée de formation-là, tu as des mecs qui ont des déclics totaux. Enfin, le gars, il change du tout au tout. Parce que c'était une perle déjà à la base, mais c'est juste qu'on lui a jamais dit, il s'est jamais regardé comme ça. Donc tu lui donnes un miroir où il se regarde, il se dit en fait j'ai peut-être un truc à faire, je suis peut-être intéressant, j'ai des qualités et j'ai envie de les mettre à contribution. Ça y est, t'as changé la vie du type. C'est ça. Tu l'as changé sa vie. Il a un nouveau narratif de qui il est. Et en fait, ça a été la base en fait de l'opportunité 3W parce que grosso modo, j'étais dans cette situation-là où j'avais plus trop de boulot à IFIAG, où je faisais beaucoup de travail associatif entre EFE et l'Institut Tahar Septi, donc ça me prenait au moins 1 journée à 2 par semaine. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à avoir ce genre d'intuition. Et ce qui s'est passé, c'est que, écoute, je vais raconter de manière vraiment très honnête. Je partais en vacances. Et je faisais escale à Paris pour 3 jours. Puis je suis allé visiter des copains d'HEC qui sont un centre d'innovation qui s'appelle le School Lab pour dire bonjour, prendre un pot. Et le fondateur de ce truc-là était sur place. On a commencé à discuter. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis voilà ce que je fais au Maroc et tout. Il me dit tu sais quoi, j'ai investi dans une boîte. C'est un super copain qui l'a monté. C'est un bootcamp de coding. Tu devrais vraiment discuter avec lui. Ils viennent d'ouvrir en Tunisie. Ils cherchent peut-être à se développer au Maroc. Moi, ce que je lui dis, c'est écoute, banco, parce que franchement, moi, ça faisait peut-être 1 an et demi que je faisais beaucoup d'associatifs, que j'avais 2-3 projets entrepreneuriaux que j'avais commencé, mais qui n'avaient pas pris. Et donc, le lendemain matin, j'étais chez celui qui est mon associé actuel. 9h du mat, on prend un café. 9h45, on décide d'ouvrir au Maroc. Ok. C'est genre... Alors bon, vous étiez tous les deux chauds comme la braise. C'était même pas la question de chaud ou pas. Si tu veux, en fait, au bout d'un moment, tu te rends à l'évidence. Oui. Vraiment, dans le verbe se rendre à l'évidence, il y a le côté se rendre, comme les criminels qui se rendent, tu vois. Oui, donc en fait, tu as une évidence et tu lui dis c'est bon, je sais, j'ai compris, j'abandonne, je me rends, tu vois. Exactement. En fait, en 1 demi-heure, on avait déjà fait le tour de la question. C'était trop évident parce qu'en gros, lui, il cherchait à se développer. Moi, ce que j'ai adoré dans
dans ma rencontre avec lui, c'est la personne qui est incroyable. C'est un ancien patron des taxis G7, polytechnicien, enfin, un grand homme d'entreprise, qui finalement, à l'âge de 50 ans, s'est dit bon, moi, ma vraie passion, c'est l'éducation, j'ai envie de former des jeunes. D'accord. Donc, il a monté ça out of this, tu vois, c'est-à-dire c'était ça son intention de départ. Ouais. C'est hyper important pour moi. C'est un mot que j'utilise beaucoup, l'intention, mais j'ai remarqué. Ouais, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper important parce que ça donne forme au projet après. C'est ce qui s'incarne. Et donc, ce que j'avais adoré, c'était l'esprit avec lequel il avait monté son truc. C'est un polytechnicien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les formations de la 3W Academy, elles sont minutées. Tous les jours, il y a des objectifs très clairs, il y a des livrables très clairs. C'est une pédagogie par la pratique, 90% de pratique. Ça a été un des arguments forts, parce que ayant beaucoup bossé avec les jeunes au Maroc, malheureusement, la conséquence directe de la faillite de notre école, c'est qu'on a des niveaux d'abstraction et de capacité cognitive qui sont moyennement faibles, tu vois. Enfin, en moyenne, qui sont faibles chez les jeunes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on les condamne à faire des mauvais jobs ou des petits jobs. Ça veut juste dire qu'on doit adapter nos pédagogies à leur capacité. Et donc, les pédagogies qui fonctionnent le mieux avec nos jeunes, c'est des pédagogies qui sont fondées sur la pratique. Voilà, si tu veux, entre guillemets, pouvoir, sauvegarder le stock. Exactement, mais on a un stock de millions de jeunes. Tu es obligé de trouver des solutions. Voilà. Et donc ça a été un gros argument. Le fait que ce soit minuté, processé, gros argument. C'est une belle marque de fabrique, la 3W. Hein. C'est, je crois, le premier ou le deuxième bootcamp historiquement en France. Donc déjà, quand on s'est rencontrés, ils avaient formé quasiment 4000 développeurs et ils en formaient déjà 800 ou 1000 par an en 2018. Donc en fait, moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, en gros, ça sert à rien de réinventer la roue. Tu vois, autant y aller ensemble. Et du coup, en fait, au Maroc, on est une joint venture, en fait. C'est-à-dire qu'on est associé avec la 3W France dans 3W Maroc. Très bien. Et donc, je pars en voyage. Donc, je me rappelle très bien, on était début février. On se rencontre 9h45, on se dit au revoir, on se tape dans les mains en se disant bon, super chiche. On se revoit dans 3 semaines à mon retour de voyage. Pour avoir un plan d'action. Je reviens de voyage, on se revoit. En 1 heure, on avait déjà établi un premier plan d'action. 1 semaine plus tard, je lui envoie un business plan. On était début mars. Début avril, il vient au Maroc. On voit l'expert comptable. Il rédige les statuts. On signe les statuts. 2 jours, donc avril, mai, on a recruté les premières personnes. Le 2 juin, on fait notre premier événement d'ouverture. Qui était une conférence sur l'intelligence artificielle et le développement des métiers du digital et comment ça allait impacter les jeunes. Et donc, ça allait hyper vite, en fait. Alors, toi, tu prends quel rôle dans l'entreprise ou dans la joint venture, on va dire, ou bien dans 3W Maroc, Académie Maroc? Je suis CEO du Maroc, en gros. Donc, très bien. Je suis le boss du Maroc. Et pour le coup, ça change parce que sur IFIAC, typiquement, j'ai jamais pris ce genre de rôle. J'étais directeur du développement. Oui, tu étais un peu dans les coulisses. Exactement. J'étais beaucoup dans les coulisses. Je parlais pas trop, on me voyait pas trop. Là, pour le coup, j'ai beaucoup plus. On m'associe beaucoup plus à la boîte. Et clairement, c'est dans ce sens que tu disais, c'est ton bébé. Donc, c'est clair qu'il y a une association entre ce que je fais à 3W et puis qui je suis. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu as pris une nouvelle dimension aussi. Ouais, clairement. C'est-à-dire que là, j'ai plus de. Ouais, clair. Après, les enjeux sont pas les mêmes. Hein. Au début, 3WA, IFIAC, si tu veux, les enjeux étaient énormes parce qu'il y avait des enjeux d'entreprise, des enjeux de famille, etc. Là, je commence un truc où je me dis, bon, si ça marche, c'est super. Ça serait top pour les jeunes, ça serait top pour moi aussi. Puis c'est une entreprise où je prends un petit risque pour moi. J'y vais, quoi. C'est mon risque, tu vois. C'est ça. Et mon rôle là-dessus, c'est de monter l'équipe en fait en number one, de définir une stratégie de go-to-market parce que on est hyper innovant au Maroc et donc on ne sait pas trop est-ce que les gens vont suivre ou pas. Et donc on démarre en été, grosso modo, été 2018, très très soft. Et notre objectif, c'est d'avoir 10 jeunes pour commencer en septembre. D'accord. Et notre première promo, elle commence le 1er octobre avec 10 jeunes. Incroyable. Et on démarre, et puis
un mois et demi plus tard, en décembre, on inscrit notre deuxième promo. Alors, comment tu t'arrives à te staffer déjà pour tes premiers recrutements? Enfin, s'il y en a, hein, je ne sais pas. Alors, écoute, pour être très honnête, celui qui aujourd'hui est mon directeur du développement, mon BizDev, quoi, et ça a été quasiment mon premier recrutement, Zakaria. Il a rejoint l'équipe en juillet 2018. Et donc, avec lui, on a vraiment fait plein de choses. Au départ, j'avais aussi un super copain, avec qui on est toujours hyper copains d'ailleurs, Oussama, qui était un peu le directeur technique, entre guillemets, qui bossait en part-time avec nous lui, c'est lui qui m'a recruté les premiers profs, qui a mis en place les plateformes, les programmes et tout, parce que moi, je suis pas du tout codeur à la base. Moi, je connais rien à la base. Et donc, j'ai quelqu'un qui techniquement faisait ça, coordonnait avec la France. Et donc, on a commencé comme ça, un peu dans ce trio-là, quoi, avec évidemment des stagiaires au départ et tout. Et puis, petit à petit, l'équipe s'est élargie. Aujourd'hui, on est 20. Donc, bravo! Ouais, ça a pris de manière considérable, alhamdoulilah. Et donc, on a fait vraiment, alors pour le coup, je me suis éclaté parce que c'était de l'agilité de bout en bout, du lean de bout en bout. On a fait un go-to-market ultra lean où vraiment, moi, je te veux, au quotidien, tu sais, c'est incroyable, je vais te dire un truc. J'ai des portraits de ma première promo qui sont toujours dans mon tiroir. De temps en temps, je l'ouvre et je les revois. Ouais. Parce que chacun d'entre eux avait un profil particulier, un narratif particulier, est venu s'inscrire pour des raisons particulières. Et vraiment, ces gens-là, ça a été notre start, en fait, tu vois. Et pour être très honnête, la première promo, on a fait plein d'erreurs pédagogiques. On a commencé avec un programme qu'on maîtrisait pas forcément, même s'il avait été très bien fait en France et tout. Mais si tu veux, on a pataugé un petit peu. Et puis, quand je vois ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à 1000 lieues de ce qu'on faisait à cette époque-là, en un an. Hein, mais tu vois, ces premiers-là… La fameuse courbe d'apprentissage. Ah ouais, c'est un truc énorme. Sans rentrer dans les détails, on pourrait rentrer dans les détails, mais on s'est transformé à plusieurs reprises. On s'est transformé 5 ou 6 fois. Quand je dis transformé, c'est on a tout supprimé, tout réinventé. 5 ou 6 fois en un an. Ouais. Mais est-ce que vous êtes, entre guillemets, dépendant de la France ou pas, finalement? Aujourd'hui, si tu veux, on est plutôt dans une forme d'échange. Parce qu'il y a plein d'innovations qu'on a mises en place au Maroc, qu'on remonte en France. Et d'ailleurs, moi, à titre perso, là, je suis en train de passer sur une responsabilité 3W Group. Ah ouais? Ouais. Parce bravo, que monsieur. ouais, c'est cool, c'est très très cool. Grosso modo, le travail qu'on fait au Maroc, je suis très très fier d'ailleurs. Regarde, je sais pas si mon équipe va écouter ce podcast, mais j'ai envie de leur dire. J'espère. J'espère, ouais. Ça va être obligatoire. Je vais les obliger. Non, mais sans eux, on n'aurait pas. Sans eux, il n'y aurait pas eu cette dynamique. Mais grosso modo, ils ont montré et démontré qu'au Maroc, on était capable de créer de la super valeur à tous les niveaux. Vraiment. Au niveau pédagogique, on a créé de la valeur de manière considérable. Les programmes qu'on a mis en place ici, on les a envoyés en France et ils sont en train de les mettre en place chez eux. Et ça, c'est des jeunes Marocains qui ont itéré et innové sur la base des programmes français. Tu vois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il y a toujours de la place à l'innovation et à l'amélioration. Donc, Ah ouais, franchement, honnêtement, en France, ils sont très très surpris. Hein. Moi aussi, je le suis. Je dois avouer que moi aussi, je suis. On a fait les choses de manière vraiment organique, entre guillemets. On est venu répondre à des problématiques qu'on avait ici. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on y répondait bien et que ça se passait bien. Et pas qu'au niveau pédagogique, au niveau même, on va dire, marketing, branding, etc. Franchement, c'est très correct. Et puis, du coup, on est en train de se dire, très bien, donc, du coup, le Maroc peut avoir un poids, entre guillemets, ou là, une position au sein d'un groupe mondial de formation au coding. Tu vois. Le Maroc est un pays jeune, avec une population encore plus jeune que celle en France. Donc, du coup, certainement qu'il y a des bonnes idées à prendre. Et des retours intéressants. Totalement. Et puis, on a plein de contraintes, ce qui fait qu'on innove vachement plus vite. Et ça, franchement, tout à fait. Ah ouais. Le fait qu'on ait plein de contraintes fait que, du coup, on est vachement agile et tout. Exactement. Et voilà un peu l'histoire de la 3W. Du coup, aujourd'hui, si tu veux,
moi, je suis super fier de l'aventure. Bon, maintenant, on est en pleine réinvention parce qu'on ne sait pas trop combien de temps va durer ce confinement, etc. Donc, nous, ça nous pose quand même des problèmes parce que les jeunes qui sont chez nous, ils sont habitués à des gros rythmes de travail en classe, etc. Ils se retrouvent chez eux. Chez eux, c'est pas forcément très pratique pour apprendre. Souvent, ils sont dérangés par plein de choses, ils n'ont pas de connexion, etc. Donc, même si on a tout switché en ligne, on espère que le confinement aura bientôt fini pour reprendre nos activités. Mais sans tout ça, on est déjà très très fiers de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. La mission secrète de tous les employés, entre guillemets, de tous les gens qui rejoignent l'équipe de la 3W est très claire. C'est de faire en sorte que chaque personne qui passe par chez nous ressorte transformée avec une opportunité concrète. Donc, c'est les deux points. C'est transformation personnelle. Et là, quand on dit transformation personnelle, c'est vraiment le programme de la 3W aujourd'hui, il est l'ingénierie Diallo et si tu veux, est calibré pour que les jeunes aient le genre de déclic qu'on a avec les jeunes de FE, tu vois. Et donc, on a énormément de soft skills, du coaching individuel. Chaque étudiant a un entretien individuel avec un coach RH tous les mois. On est sur des choses vraiment de l'ordre de la transformation personnelle, beaucoup plus que de la formation technique. D'accord. Et ces jeunes, c'est de quel profil en fait? Alors là, j'ai vraiment de tout. J'ai eu un gamin de 13 ans qui était homeschooled. Je te commence avec les extrêmes dans le spectre, et puis ensuite je te donne les gens qui sont profil type. Les extrêmes dans le spectre, c'est 13 ans, homeschooled, parents se préparant à immigrer au Canada, donc ils ont envie de le mettre sur des trucs sympas. L'autre extrême, c'est 39 ans, chauffeur de taxi qui en peut plus. Donc il veut apprendre à coder. Voilà. Entre les deux, cette année, j'ai eu plein de bacheliers. Alors, très drôle, cette année, on a eu plein de bacheliers qui faisaient une année sabbatique, entre guillemets. Donc, ils se sont inscrits chez nous pour apprendre à coder, pour devenir développeurs freelance et potentiellement financer leurs études, etc. par la suite. On a beaucoup, le cœur de nos jeunes, c'est des jeunes qui ont entre 22 et 26 ans, qui ont un diplôme, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5, peu importe. Et qui, avec ce diplôme, n'ont pas été très loin et donc souhaitent se former sur des choses très pratiques avec une facilité sur le placement en entreprise. Parce que ça fait partie de notre proposition de valeur, c'est qu'on accompagne chacun des jeunes vers une opportunité en entreprise. Donc aujourd'hui, on a formé à peu près 120 développeurs en 2019. Ils sont tous insérés quasiment, sauf 4 ou 5. 4 ou 5 qui sont en cours, quoi. C'est pour ça que nous, si tu veux, ils ont déjà des opportunités, etc. Souvent, c'est des contextes personnels qui font qu'ils ne sont pas insérés. Mais est-ce que, donc, dans ce contexte-là, toi, tu crois vraiment qu'on peut former des développeurs de cette manière-là? Moi, c'est pas que je crois qu'on peut former des développeurs de cette manière-là. On a prouvé qu'on était capable de former des développeurs compétents dont les entreprises sont satisfaites. Donc ça, c'est aujourd'hui, le concept, il est prouvé. L'enjeu maintenant pour nous, c'est comment faire pour en former 3 ou 4 000 par an. Quel est le benchmark là-dessus, un peu les pays Dans le monde, aujourd'hui, tu as des écoles de coding global, genre Le Wagon, qui sont présentes dans plein de pays, etc. Aux États-Unis, tu en as une bonne quinzaine, enfin même plus, quoi, de bootcamps qui fonctionnent un peu de la même manière. Dans le monde aujourd'hui, tu as 36 000 développeurs qui sont formés chaque année à travers cette méthode. D'accord. Avec des ROI plus ou moins bons en fonction du pays, du bootcamp qui a été fait, etc. Mais grosso modo, ça marche très bien. Et pour moi, c'est pas l'avenir de la formation, c'est le présent. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon dossier du Christensen Institute, qui est grosso modo un centre de recherche en éducation qui est affilié à Harvard. Et le Christensen Institute, il a publié un dossier complet sur les bootcamps aux États-Unis il y a à peu près 6 mois. Et dans ce dossier, ils font 5 ou 6 case studies des bootcamps, on va dire, intéressants. Et ils regardent de près l'impact de ces trucs-là d'un point de vue humain, d'un point de vue création de valeur et tout.
Et ce qui ressort, c'est que un bootcamp, en fait, ce que nous, on est, c'est pas une école. C'est qu'on est une interface entre une demande sociale, c'est-à-dire entre des gens qui cherchent un emploi, et une demande en compétences, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de compétences. D'accord. Et en étant cette interface-là, en fait, on est un catalyseur de création de valeur sur tout un secteur, en fait. C'est-à-dire que grosso modo, on se rend pas compte de l'impact considérable au-delà de l'impact humain sur les jeunes qui trouvent un job. On est en train de créer de la valeur énorme pour les entreprises, pour tout un secteur, en fait. Parce que tu permets à des entreprises de se rassurer sur la disponibilité d'un pool de talents, et donc de prendre plus de projets, de se lancer sur des innovations, etc., etc. Et ça, c'est considérable. C'est considérable. Et donc, la nature de notre travail fait que on est des catalyseurs dans la chaîne de valeur, en fait, du secteur IT. Et ça, si tu veux, bon, je le dis maintenant, c'est un discours que j'ai souvent avec mes partenaires institutionnels, parce qu'on est partenaire avec l'ANAPEC, on est partenaire avec la CDG. Donc, tu vois, et on montre des très belles choses avec eux. Et on est partenaire avec la PEBI aussi. Et en fait, ce que je leur dis, c'est ce qu'il faut monter aujourd'hui, pas uniquement dans le secteur IT, mais vraiment dans tous les autres secteurs, parce que c'est un truc qui matcherait hyper bien avec, par exemple, un secteur comme la grande distribution. Aujourd'hui, moi, demain, on peut très bien le faire. Demain, si tu veux, la fédération des gens de la grande distribution, entre SIMA, Marjan, Carrefour, etc., La Belle Vie, etc., c'est des gens qui recrutent par milliers quasiment. Oui. Ces gens-là, tu peux mettre en place le même type de formation, de reconversion, c'est-à-dire, grosso modo, c'est un modèle où tu fais 4 mois de formation, 4 mois de stage ou d'alternance. Et derrière, donc en 4 à 8 mois, tu as sécurisé une embauche avec une compétence qui est avérée à la clé, et tu as des jeunes par milliers que tu peux reconvertir vers des métiers dans lesquels on est en tension aujourd'hui au Maroc. Tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est une recette, entre guillemets. C'est une recette de formation, c'est une recette de dispositif qui peut être généralisé à plein d'autres secteurs, et qui, rien que dans le secteur IT, a une place. Aujourd'hui, la PEBI vise la formation de 10 000 jeunes chaque année. Tu vois. Non, effectivement, c'est intéressant ce que tu as dit. En fait, je suis pas sûr que sur la durée, ce type de formation, comment dire, garde le même impact et la même fraîcheur. Mais là où tu as raison, c'est que en fait, c'est simplement dans cette interface entre la demande de travail et puis les entreprises, ça crée le lien, et après charge à l'entreprise et à cette personne-là de faire de la formation au fil de l'eau et de développer ses compétences de manière continue. C'est clair. Pour continuer à évoluer. C'est clair, surtout que ce que j'ai envie de te dire, c'est que par exemple sur les programmes qu'on fait avec l'ANAPEC, et j'en profite pour dire à quel point l'ANAPEC fait un travail extraordinaire là-dessus. Ils ont malheureusement pas toujours cette réputation, mais moi je les défends vachement, parce que aujourd'hui on a des systèmes où l'entreprise qui recrute des jeunes qui sont passés par nos programmes, derrière, elle a encore un budget sur 2 ans pour continuer à former avec le jeune, et c'est payé par l'ANAPEC, tu vois. Ok. Donc, si tu veux, les ingrédients de la recette, ils sont là. Ça demandait juste vraiment de la volonté et de l'intelligence, et des gens qui ont de la volonté et de l'intelligence, il y en a plein, mec, dans tous les secteurs. Et franchement, moi, je suis très, très enthousiaste sur ce sujet, parce que vraiment, on a le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qui marche, une recette qui marche, qui est duplicable immédiatement, et sur laquelle on a aujourd'hui les moyens. C'est-à-dire que les budgets de formation, on les a. Ok. Donc, en gros, la seule chose qu'il faut, c'est de la volonté. Est-ce que tu es dans le BP aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, non, mais il y a Quoi, ta question, c'est est-ce qu'on gagne de l'argent? On ne gagne pas encore d'argent. Non, est-ce que tu es… Non, la question, c'est est-ce que tu es, par rapport à tes prévisions, parce que tu as parlé du BP tout à l'heure, par rapport à tes prévisions, est-ce que tu es dans les… Voilà. Alors, le cadre de cette prévision? Je vais te surprendre. Oui. Alors, on n'a pas de BP vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, quand je te dis j'ai fait un BP pour mon associé, enfin, c'est un document en Google Doc de 3 pages. La première page, c'est 2018. La deuxième page, c'est 2019. La troisième page, c'est moyen terme, quoi, genre 2020, 2021, etc. Et ces 3 pages, elles ont changé en permanence.
C'est l'avantage de Google Doc, tu vois, c'est que tu peux gérer des modifs. Donc, en fait, là où je vais te surprendre, c'est de te dire, le narratif qu'on a écrit en mai 2018, quand on a monté le truc, en 2018, il s'est réalisé totalement, puisque nos objectifs, c'était de piloter la formation, de faire une première promotion et de montrer que le truc fonctionne, de créer les bases, quoi. Tout ça a été accompli. 2019, le but, c'était de former 100 développeurs, on en a formé 120, donc on a dépassé nos objectifs. Et la grosse surprise qu'on a eue en 2019, c'est l'appétence des institutionnels, des partenaires institutionnels pour travailler avec nous. Et alors, c'est là où tu as eu le plus d'impact également. C'est là, le plus d'impact, non, on l'a partout l'impact, mais c'est là où on s'est dit, en fait… Non, toi, à titre personnel. À titre personnel, oui, parce que… C'est un peu ta main de velours derrière tout ça. Ouais, je sais pas. Moi, je dirais plutôt que alhamdoulilah, parce que quand on a… Moi, je suis très croyant et bon, pour certains, ça sera peut-être de la superstition, mais moi, c'est de la foi. Ma foi, c'est que quand ton intention est claire et que tu t'accroches à ton intention, en fait, l'univers conspire à ce qu'elle se réalise, tu vois. Donc, franchement, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment alhamdoulilah. Tu vois, les rencontres, elles se sont faites encore une fois de manière très évidente et très fluide. Et à chaque fois qu'on a eu une opportunité de travailler avec quelqu'un, ça s'est très bien passé. Donc, on a délivré aussi derrière. Et je pense que c'est ça au final. Tu vois, c'est que la vie, elle te donne des opportunités. Et quand tu es bien préparé à les accueillir et à les transformer, ça se passe bien. Exact. Franchement. Donc, Anna, je suis beaucoup de cette école-là. Je suis de l'école de ceux qui se préparent beaucoup. Donc, on bosse dur pour que nos programmes soient bons. Et derrière, effectivement, on est très heureux quand on a une ouverture et puis derrière, on peut répondre en disant oui, on y arrive, c'est super. Et oui, alhamdoulilah. Et là, pour le coup, 2020 commence, avait démarré avec énormément d'ambition sur plein de choses. Puis là, on est un peu ralenti, mais on se dit, tu sais, en fait, on est en train de développer tout un catalogue de formations en ligne qu'on n'avait pas. C'est ça. Et typiquement, qu'on se dit qu'il peut nous faire une ouverture sur l'Afrique, une ouverture sur plein d'endroits, mais qu'on est en train de s'éclater, tu vois. Bon, les projets institutionnels, ils sont mis en pause, mais derrière, on a d'autres choses. Puis voilà, demain, ils reprendront, puis on aura eu une business unit qui aura été créée pendant le confinement, tu vois. Très bien. Bien cher Hamza, je vois que l'horloge… que l'heure file. Je suis très bavard, tu vois. Je vais finir avec… Non, c'est hyper intéressant, mais on doit finir avec quelques petites questions. Ouais. Un petit peu décousues. Par exemple, où est-ce que tu trouves tes meilleures histoires? Parce que je vois que tu aimes bien raconter des histoires. Ouais. Comment tu es inspiré là-dessus? Alors, j'ai des amis extraordinaires. Oui. Je pense que déjà, je suis très riche de mes amitiés. Alors vraiment, s'ils m'écoutent, je vous adore. Ils vont se reconnaître de toute façon. Et dans mes amis, j'ai des gens, je les appelle, c'est des pères castors, quoi. C'est des grands raconteurs d'histoires. Et donc, nos soirées, elles sont dédiées, justement à faire des narratifs, parfois de notre vie quotidienne, tu vois. Mais on adore se raconter des histoires. Et je suis un grand fanatique et grand consommateur de tous les TED. Donc, et j'ai beaucoup consommé de TED et j'ai beaucoup appris à faire du storytelling grâce à TED. D'accord. Ok. Tu en as pas un en tête qui est… J'en ai un en tête parce que je viens d'en partager un sur mon profil. Okay. Mais avec la situation actuelle, il y a un TED qui est génial de Carl Honoré qui s'appelle In Praise of Slowness. C'est l'éloge de la lenteur. D'accord. Et c'est un TED que j'avais regardé déjà en 2012 ou en 2013. Dans lequel, en gros, le gars nous dit c'est bien la fast life, tout ça, mais c'est très bien aussi de s'ennuyer un peu et de pas avoir grand-chose à faire parce qu'il y a plein de surprises qui peuvent en sortir et des bonnes. Très bien. Effectivement, c'est un sujet, on va dire, d'actualité. Exact. Si parmi ton cercle proche, il y en a qui pourraient participer au podcast, je suis preneur. Hein. On fera ça. Ouais, j'ai plein de gens à te proposer, évidemment. Ça après. À quoi rêves-tu? Alors aujourd'hui, maintenant que tu as mis un peu sur les rails ce projet 3W Academy, quel serait ton rêve? Vraiment? Oui, vraiment. En fait, pour être très honnête, mon rêve, pour moi, le but ultime de la vie en fait humaine, entre guillemets, dans sa matérialité, c'est de se mettre au service des autres.
Donc, si tu veux, mon rêve, alhamdoulilah, aujourd'hui, je le fais en tant qu'entrepreneur et il y a un bon équilibre entre, dans tout ce que je fais, entre l'impact que ça peut avoir sur les autres, la valeur que ça crée et comment est-ce que moi, j'en récupère une partie. Parce que j'ai bien besoin de vivre, enfin, je suis ambitieux, enfin, voilà, tu vois, je gagne de l'argent, etc. Très bien. Je n'ai rien contre ça. Mon rêve, c'est d'arriver à un moment où mon travail n'est plus alimentaire, entre guillemets, pour moi, et où je peux vraiment prendre des risques que je ne peux pas prendre aujourd'hui sur le développement de solutions pour les communautés, pour nos communautés, pour la planète, pour nous, habitants de la Terre, quoi. Vraiment. Et travailler sur des programmes, d'impact humain, d'impact sociétal, sur de belles échelles, peu importe l'échelle en fait, mais voilà, sans avoir à me soucier de la question alimentaire ou de sécuriser ma famille ou autre. Ok. Est-ce que tu as quelles sont tes meilleures références en développement digital? Alors, ça veut dire quoi, développement digital? Bah, aujourd'hui, vous êtes quand même une formation en développement digital. Alors, est-ce qu'il y a des références en développement informatique, tu veux dire sur le métier? Oui. Non, en développement web et mobile. Est-ce que tu as des références intéressantes à citer? Je vais dire très, très franchement. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de référence. Ça change tous les jours. Et en fait, les développeurs entre eux sont même pas d'accord, quoi. Genre, tu as des écoles. Typiquement, je vais te prendre un langage de base qui est PHP. Tu as deux écoles dans PHP. Tu as les mecs qui te disent le meilleur framework, c'est Laravel. Et tu en as d'autres qui disent non. Les francophones, ils disent non, c'est Symfony parce que c'est une boîte française qui l'a monté. Et donc, en gros, là-dessus, c'est très compliqué de répondre à ta question parce que la meilleure référence, c'est est-ce que ton client il est satisfait ou pas au final. Ok. Parmi toutes les personnes rencontrées, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a le plus inspiré? Waouh. Franchement, alors il faut que tu saches une chose déjà. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je m'inspire d'absolument tout le monde. Parce que je trouve que chez tout le monde, il y a quelque chose de fondamentalement extraordinaire. Et du coup, vraiment, j'ai beaucoup de mal parce que je ne m'inspire pas forcément d'une personnalité grandiose. Je vais m'inspirer d'un comportement, d'un trait de caractère, d'une façon de voir les choses. Et donc, dans mes rencontres quotidiennes, je croise des gens que je trouve vraiment brillants et intéressants et inspirants. Est-ce que parmi les gens que je fréquente assidûment, il y a des gens qui m'inspirent beaucoup? Il y a quelqu'un que j'aime énormément et qui est très discret d'ailleurs et qui est quelqu'un d'extraordinaire, c'est Brahim Slaoui, qui fait un travail considérable et qui a une façon de voir les choses que je trouve exceptionnelle, qui m'a beaucoup inspiré. C'était mon président quand on était le conseil d'administration de FE. Et j'ai énormément appris à côté de Brahim. Vraiment énormément appris. Très bien. Alors, tes conseils aux entrepreneurs ayant fait HEC entrepreneur et avec le parcours que tu as, tu dois avoir deux, trois petites idées. Honnêtement, j'ai envie de te dire, je les ai déjà donné les idées. La première, c'est vraiment d'être un apprenant, ce qu'on appelle un lifelong learner, c'est-à-dire apprendre tous les jours, tout le temps. Parce que je pense qu'entreprendre, c'est d'abord ça, quoi. Le deuxième, c'est de donner du sens à ce qu'ils font et à ce qu'ils créent. Parce que je crois que fondamentalement, un entrepreneur heureux, c'est quelqu'un qui, au-delà du fait de gagner de l'argent, etc., vraiment, si tu veux, son bébé, ça a énormément de sens pour lui, tu vois. Donc faire des choses qui ont du sens pour eux et transmettre ce sens de la mission et de l'intention aux gens avec qui ils travaillent, à leurs équipes. Puis le troisième, c'est vraiment d'être agile, quoi. Mais ça revient aussi au 1, quoi. C'est vraiment l'agilité. C'est de se dire, en fait, je vais monter un truc, puis en fait, je vais peut-être pivoter dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Je dis ça, je pense à un copain avec qui on avait monté Startup Your Life au début, quand je suis rentré au Maroc, qui était une communauté de start-upers. Et ce mec, au départ, vraiment, il avait commencé tout jeune, tout doux et tout, et il a pivoté 5 ou 6 fois en l'espace de 4 ans, jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui Hidden Founders, enfin Gemology maintenant, qui est Gémographie, pardon, qui est en fait pour moi le leader du remote working pour les startups.
et qui est situé à Rabat et qui est une équipe d'une 60aine de devs, UX. Enfin, c'est un mec, voilà, il a monté un truc terrible et maintenant ils ont même un bureau à Paris, quoi. Donc en fait, ce mec-là, il a commencé tout doux, il a pivoté je sais pas combien de fois et vraiment lui, c'est l'archétype de l'entrepreneur terrain qui apprend tout le temps, qui essaye, qui réessaye, qui réessaye, qui réessaye, qui a échoué 10 fois, 20 fois et qui a quand même continué et finalement il a trouvé le filon et quand il l'a trouvé, il l'a exécuté de manière magnifique, quoi. Donc, très bien, on essaiera de l'inviter. Ah, il est top, Yassine Khashani, ça je te mets en contact avec lui, c'est génial ce mec. Ça marche, merci. Est-ce que tu as des petits conseils pour affronter je sais pas, des angoisses? Est-ce que tu as eu des moments d'angoisse pendant ton parcours? Ah ouais, énorme. Alors, honnêtement, je vais être très honnête là-dessus. Moi, j'ai été un angoissé chronique pendant très longtemps. Tu sais, les 3-4 premières années au Maroc, je faisais des crises d'angoisse à répétition, au point de ne plus pouvoir conduire ma voiture tout seul, etc. C'est vraiment un truc maladif, quoi. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que déjà, il faut le prendre vraiment très, très au sérieux. Alors que tu as fait une formation quand même où il faut être, comment dire, pour moi, je suis entrepreneur quand même, c'est la formation, il faut être, solide. Ouais, voilà, solide. Ouais, alors le moins proche de ses émotions, non? Alors là, pour le coup, bon, c'est un grand sujet, mais non, au contraire, Puis de toute façon, je veux te dire, honnêtement, aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est parce que je suis qui je suis, tu vois, et que je suis passé par là. Mais grosso modo, je pense qu'au contraire, la vulnérabilité, la fragilité qu'on peut avoir, c'est une énorme force quand on l'accueille, qu'on l'accepte. Et tu vois, être quelqu'un de sensible ou d'hypersensible, c'est pas du tout un défaut d'entrepreneur. Au contraire, je dirais que c'est quelque chose d'hyper utile. Pour ma part, ça l'est parce que ça me permet d'être vraiment à l'écoute de mes équipes et d'être vraiment à l'écoute de mes clients. Et cette capacité d'empathie, elle est au cœur de tout ce que je fais. Ok, alors comment tu arrives à dépasser cet état-là? Pour revenir à la question des angoisses, etc., moi, ce que j'ai envie de dire, c'est premièrement le prendre très, très au sérieux. C'est pas des fatigues passagères, c'est pas des épisodes, ça peut être vraiment, ça peut devenir hyper grave, faire boule de neige et vraiment handicaper une personne. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est un conseil que j'ai pas donné avant, mais je vais le donner maintenant. Faut se rendre compte que notre ressource principale, c'est nous-mêmes en fait. Et donc ta capacité de production, ton outil de production, c'est ton corps, c'est ton mental. C'est ta santé émotionnelle, c'est tout ça, tu vois, c'est tes compétences, c'est tout ça. Et quand je fais des plans, chaque année, je fais 2 retraites en fait personnelles, où je pars pendant 5 jours tout seul dans la montagne et vraiment je fais un récap de tout ce que je fais et où est-ce que j'en suis, etc. Et en fait, ce moment de retraite, c'est un moment où vraiment je définis ma stratégie personnelle comme si j'étais un tiers en fait. Donc, je me regarde dans un miroir et je me dis, en fait, il y a tel truc à développer, tel truc faire attention, zone de vigilance, etc. Et je dirais que là-dedans, la santé émotionnelle, elle est hyper importante. La santé physique, elle est ultra importante, puisque quand tu es fatigué, tu produis plus. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment, avant de parler de l'entrepreneuriat, avant de parler de quoi que ce soit, mais ça vaut pour tout le monde. Un entrepreneur encore plus, parce que c'est hyper énergivore. Mais ouais, un entrepreneur, c'est un lifestyle où vraiment, tu dois être au top tout le temps et du coup, tu as besoin de te nourrir tout le temps. Et donc, il faut être stratégique, entre guillemets, et bien réfléchir à comment tu designes ta vie pour pas tomber dans le burn-out, pour pas tomber dans les pièges dans lesquels peuvent tomber les entrepreneurs. Et pour ça, je dirais que faire 2 retraites par an, ça a été salvateur pour moi et salutaire. Je dirais que les lectures que je peux avoir, donc moi je lis beaucoup de poésie, je lis beaucoup de philosophie aussi. Alors justement, est-ce que tu as des choses à recommander? Parce que ça fait partie j'ai plein de choses à recommander. Je les donnerai en message. Je pense que c'est plus simple. Okay. J'ai une lecture hyper... je pense que ces lectures-là, en fait, elles te permettent de donner du sens à ta vie et d'avoir un narratif qui te permet de garder le cap mentalement et émotionnellement. Et après, je suis très bien entouré parce que je suis coaché dans tous les sens. Donc, je pense que c'est aussi hyper important pour un entrepreneur d'avoir des mentors et des coachs
des coachs professionnels qui payent pour l'accompagner, pour que justement il puisse garder le cap, continuer vers ses objectifs, etc. Et donc, voir un coach ou voir un psychothérapeute, faut pas attendre d'être malade ou de se sentir dans un moment de faiblesse, etc. Ça a été le cas pour moi, mais aujourd'hui, même si tu as 25 ans, que tu es en train de monter une boîte et que tu as plein d'ambition, je te recommande vraiment de trouver un coach de high potential, et il y en a plein, parce que ces gens-là, ils ont les outils pour t'accompagner à vraiment, vraiment révéler ton potentiel. Donc, d'accord. Qu'est-ce que tu appelles un coach high potentiel? En fait, tu as des coachs professionnels, des coachs de vie qui sont formés à accompagner des hauts potentiels. Au Maroc? Ah ouais, bien sûr. D'accord. Ah ouais, bien sûr. Non, tu as des gens exceptionnels au Maroc. Vraiment de qualité, enfin des gens avec une qualité une compétence professionnelle et une qualité relationnelle extraordinaire. D'accord, ok. Intéressant. Donc ça, pour le coup, vraiment, clairement, épisode d'angoisse, ils m'ont amené là-dedans et ensuite, ça m'a fait découvrir qui je suis déjà, donc ça, c'est génial. Et je continue à le découvrir et ça te met dans une réalité de croissance et de développement personnel en permanence. Très bien. Écoute, Hamza, on arrive au terme de notre conversation que je suis obligé d'y mettre fin. Avant de te quitter, une dernière pour la route. Ouais. Si tu avais le moyen de retrouver Hamza à l'âge de 17 ans et qui sort tout juste de l'entretien avec le responsable de la majeure entrepreneur, là, ouais. Qu'est-ce que tu lui murmurerais à l'oreille comme petit conseil? Ah, c'est marrant ce que tu me demandes comme question. Écoute, ce que je lui dirais, c'est vraiment ce que je dirais aux entrepreneurs aussi, mais fais confiance en fait. Fais confiance. Fais confiance à la vie en fait. Vraiment. Tu sais, je suis pas dans le conseil technique, moi, tout ça. Hein. Vraiment, c'est une relation à la vie en fait. Tu sais, à cette époque-là, je me suis posé plein de questions, de trucs et tout. Et au final, à chaque fois dans les moments d'embranchement ou là de choix et tout, j'ai toujours fait des choix de confiance. En mode tout à Allah, tu vois. C'est ça. En tout cas, Allah, c'est l'arabia, c'est ce que je lui dirais. C'est ça. Écoute, merci encore Hamza pour ta disponibilité. Merci à toi. Franchement, c'était. Je me souviens pas trop de ce qu'on a dit, mais j'ai trouvé que la discussion était passionnante et merci beaucoup pour tes questions. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite le meilleur pour 3W Academy partout dans le monde et particulièrement au Maroc. Yes. Pour qu'on ait enfin l'élan économique et voilà, et l'élan d'emploi que l'on mérite. Bah oui. Et puis tous ceux qui nous avaient écoutés jusque-là, merci de liker ce programme et de le noter 5 étoiles sur iTunes et de le partager pour qu'il soit écouté par le maximum de monde. Et je vous dis à très bientôt. Salut Hamza. Au top. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Day.